Alors aujourd'hui, je suis super ravi de te recevoir, Gaëlle. Moi, je suis ravie d'être là. C'est un dimanche, on est des fous furieux. Ça s'appelle Déjeuner avec le Dr Peps. La première invitée femme, je suis super content. Il n'y a rien de plus important que les femmes, sinon on ne serait pas là. Et donc aujourd'hui, je viens cuisiner une dame qui réfléchit à vitesse VVVVV prime. Gaëlle, c'est une amie, c'est une patiente qui a le sourire Peps. C'est aussi une joueuse de golf redoutable qui me met la pâtée à chaque fois qu'on joue au golf. Mais j'ai fait des progrès, Gaëlle. Oui, moi, j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps, donc. Ça, c'est clair. Et donc, Gaëlle, je vais lui poser une série de questions. Justement, Gaëlle, pour moi, tu es un exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent et elles veulent savoir comment une femme peut allier carrière, famille, tout le bazar ensemble. Et je pense que tu l'as fait. Donc, bienvenue, Gaëlle, au Peps Café. Merci de m'avoir invitée. Alors, Gaëlle, première question, comment tu t'es retrouvée sur ce fauteuil? Comment ça se fait que tu es là? Déjà parce qu'on se connaît depuis quand même, mais non, je pense presque, peut-être pas 15 ans, mais presque 15 ans, via une amie commune Exact. qui est chirurgien maxillofacial. Aussi une joueuse de golf. Elle qui est vraiment, vraiment, vraiment redoutable. Ok. Mais donc voilà, qui nous a mis en contact. C'était le coup de foudre directement. Exactement. Exactement. Et puis comme tu le dis, mes deux garçons sont passés par chez toi. Exact, oui, c'est vrai ça. Moi, j'ai fait un petit. Le seul lifting que j'ai jamais fait de ma vie, c'est celui de mes dents avec toi. D'accord. Yes. Et puis évidemment. Et puis on s'est pas lâché. Voilà. Et puis évidemment, je te suis. Je suis tout ce que tu fais. On a pas mal de points communs en fait, je trouve. On a pas mal de points communs. On t'a déjà dit que tu étais un peu fofolle parce que c'est ce qu'on me dit. Oui, on me le dit souvent. Je pense qu'on a pas mal de points communs. On a tous les deux des caractéristiques assez atypiques. Je pense que tous les deux, on n'a pas peur de grand-chose. Oh, wow. Je pense qu'on a envie d'avoir un certain impact, mais un impact positif sur les gens. Tout à fait ça. Et je pense aussi surtout qu'on ose se mettre en avant, se mettre en danger pour les causes qu'on souhaite défendre. Enfin, c'est mon impression. Après, donc voilà. Et quand j'ai vu que tu faisais les breakfasts avec le Dr Peps, je me suis permise de t'en contacter en disant tiens, si tu penses que je pourrais avoir quelque chose à dire. Of course. Et donc voilà comment je me suis retrouvée sur ce fauteuil. Parce que généralement, je vais un peu plus loin sur les autres fauteuils. Sur l'autre fauteuil. Ok. Non, aujourd'hui, on a ouvert le cabinet rien que pour Gaëlle. Et Gaëlle, ce que j'adore avec elle, c'est qu'elle parle d'un sujet que j'aime maintenant, qui est l'intelligence artificielle. Gaëlle, en dentisterie, l'intelligence artificielle est partout maintenant. Oui. Et donc, les orthodontistes et les dentistes qui ne prennent pas le train risquent d'être perdus. Et donc, il y a beaucoup de croyances sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va nous bouffer? Et tout ça, j'aimerais bien que tu nous expliques. Mais avant de rentrer là-dedans, toi, tu as un parcours atypique parce que tu as fait ingénieur de... Moi, j'ai fait ingénieur commercial de formation. Et puis, j'ai directement intégré le groupe L'Oréal. Oui. Voilà, j'avais eu la chance d'avoir même été engagée 6 mois avant la fin de mes études. C'était en 1998 ou 98. Donc, c'était quand même... Tu parles pour les Français, c'est bien oui, ça. parce que je pense que tu as une grande audience internationale. Mais donc voilà, donc là, moi, j'ai fait pendant 13 ans chez L'Oréal, j'ai fait 10 ans de marketing, donc, des postes de direction marketing principalement. Ouais. Et les 3 dernières années chez L'Oréal, j'ai géré le recrutement. La directrice du recrutement. Oui. Tu me parlais de soft skills, hard skills. C'est toi qui m'as appris ça. Ouais. Et donc, en fait, là, ce qui était très intéressant, c'est que de la promotion d'une marque ou d'un produit que j'ai fait pendant 10 ans chez L'Oréal, les 3 dernières années, je devais vendre L'Oréal. Parce que là, le jeu, c'est quoi? C'est d'avoir les meilleurs talents qui choisissent de venir chez L'Oréal et pas chez les Unilever. Donc, tu devais rendre L'Oréal sexy pour que les jeunes veuillent travailler là-bas. Voilà, donc c'était beaucoup de contacts avec les universités pour avoir un accès aux étudiants le plus tôt possible, pour pouvoir aller voir donner des conférences dans les salles d'auditoire. C'est d'être le plus... alors sexy, oui, mais surtout... authentique aussi par rapport à c'est quoi la culture. Parce que souvent, moi j'ai vu beaucoup chez L'Oréal, j'ai dû licencier des gens aussi, soyons clairs. Et souvent, licencier,
c'est pas forcément parce que la personne n'est pas compétente, mais toute personne ne correspond pas forcément à une certaine culture d'entreprise. Et je pense que c'est très important qu'un candidat ait le plus d'informations avant, parce que voilà, quand en fin de compte c'est pas un bon choix, c'est bon pour personne. Donc c'est clair, il faut s'en rendre compte avant. Quand est-ce que tu sais que quelqu'un n'est plus bien pour l'entreprise? Bon, alors les ressources humaines, c'est pas des mathématiques, hein. 1 plus 1 c'est pas, enfin 1 plus 1 c'est 2, mais en recrutement, on avait et le recrutement aussi, ce n'est pas comme moi j'ai beaucoup entendu à l'époque. Je le sens bien, c'est du feeling. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé ça horrible. J'ai dit du feeling. Ouais, mais attends, si ce matin-là, t'es mal réveillé, ton feeling. Donc ça, non, donc, il faut savoir que le recrutement, quand tu le fais correctement, ça prend du temps. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, c'est une sorte de méthodologie, quoi. Il y a des étapes, il y a un certain process, et puis tu dois aller dans le fond des choses. Moi, je me souviens, il y a notamment une personne, mais pourtant c'était il y a longtemps, hein, je me souviens bien, elle m'avait dit, eh bien, je lui avais dit à la fin de l'interview, déjà, écoutez, ça ne va pas, on ne va pas aller plus loin. Vous n'aurez pas une deuxième interview. Et je lui avais expliqué pourquoi. Et cette personne, je me souviens, elle m'a dit, eh bien, merci. Là. Oui, elle m'a dit merci parce que c'est la première fois que j'ai le sentiment que vous avez vraiment été jusqu'au bout des choses. Oh, wow. Et que vraiment, j'ai été pendant 1h15, 1h30. Chercher. Vous avez été chercher et donc, je comprends pourquoi maintenant vous ne me recrutez. Et pour moi, c'était le meilleur des compliments. Oui. Parce que la personne a compris et au moins s'est dit, elle a été jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, souvent, je voyais que les gens commençaient à être un peu stressés, mais oui, il faut. Et c'était pas des questions, c'était vraiment, voilà, des mises en situation aussi pour essayer le plus possible de savoir si cette personne correspond à, ben oui, ce qu'elle vivra tous les jours dans une entreprise. Waouh. Tu sais, dans notre domaine, c'est dur de trouver des gens. C'est dur de recruter des gens. Comme tu le dis, c'est un processus qui prend du temps, mais pour une entreprise comme la nôtre, on n'a pas le temps. Ah oui, bien sûr. Et donc, on rencontre quelqu'un qui présente bien, qui a l'air d'avoir du people skills, et tu te dis, bon, on va l'apprendre, et finalement, tu te rends compte que tu t'es trompé. Ouais. Donc, est-ce qu'on doit faire appel à des boîtes de recrutement, des choses comme ça, qui coûtent très cher? Alors, c'est pas parce qu'une boîte de recrutement est chère qu'elle est bonne. Ah, bien dit. Il faut surtout savoir, ce qu'il faut aller dans le détail, c'est avant de choisir quelqu'un qui fait ce job en ton nom, en fait, c'est savoir, ok, mais quel process vous utilisez, quel type de questions, comment est-ce que vous faites. Donc, c'est toujours un peu creuser toujours, mais comment est-ce que eux, c'est quoi leur méthodologie pour essayer que le match soit le plus important possible. Et d'abord poser des questions à toi, mais qu'est-ce que t'attends, comment ça se passe? Et c'est eux leur job alors de se dire, ok, si chez Peps c'est comme ça, l'organisation c'est comme ça, les patrons ils sont comme ça, et c'est eux qui doivent aussi faire ce match en traduire, ok, donc c'est quoi la culture d'entreprise de Peps, c'est quoi, et donc faire le match avec quel type de personne. Les intelligences artificielles génératives le font. Arrête, hein. Disons qu'elles peuvent faire ça en fonction du type d'information que tu lui donnes, mais je peux t'aider si tu veux. Mais on ne pourra jamais se passer de l'humain. Dans les domaines comme le mien. Jamais tu pourras te passer de l'humain. Non. Non. Et je pense que le rôle de l'humain, et c'est ça que je trouve qui n'est pas assez dit, je pense que chaque être humain aujourd'hui a une sorte de responsabilité de comprendre comment fonctionnent ces intelligences artificielles pour justement pouvoir les appréhender, pouvoir les utiliser de façon la plus efficace, correcte, c'est-à-dire comprendre ce que tu peux réellement faire, comment est-ce qu'elles peuvent amplifier tes compétences, parce que bien utilisées, elles peuvent vraiment amplifier tes connaissances. Tu dis qu'elles peuvent te faire gagner 10 heures par semaine. Tu as un cours justement qui dit comment gagner 10 heures par semaine grâce à... Ça devient ton assistant personnel en fait. C'est mon assistant personnel. Et en fait, c'est ce que moi je le dis, tout être humain doit vraiment devenir lui-même ou elle-même exposant à l'intelligence artificielle. Comme en maths, c'est 2 exposants 100 000, c'est être humain exposant. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle peut nous faire dépasser nos limites intellectuelles et les limites de notre cerveau, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et qui fait peur à la fois.
évidemment, il y a des risques, ils font peur, mais il faut comprendre que, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances, hein, on entend partout, allons-y. Oui, c'est hyper créatif, elle génère des choses nouvelles. Oui, ben non, en fait non, parce que quand on comprend comment ça fonctionne, les intelligences artificielles, elles sont nourries de tout ce qui est dit et de tout ce qui est écrit aujourd'hui. Donc tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est sur les médias sociaux, c'est ça qui est dans ces modèles de langage d'intelligence artificielle. C'est ça qu'il y a. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'elle ne pourrait pas créer son propre... Alors, il y a plusieurs choses. Okay. Ce qu'il y a, c'est que moi je dis, l'intelligence artificielle, c'est l'assistant le plus intelligent que tu aies jamais eu. Okay. Il a 250 PhD. Ok. Il n'y a aucun être humain qui est capable d'avoir 250 PhD. Okay. Donc, par défaut, il connaît beaucoup, beaucoup plus de choses que toi. Donc, forcément, quand tu lui poses des questions, il va te répondre et tu vas dire « fantastique ». Il m'apprend quelque chose. Oui, il m'apprend quelque chose, mais il ne crée pas quelque chose de nouveau, il crée quelque chose qui existe déjà, mais que toi, tu ne connais pas. Ok. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est créatif. Parce qu'en fait, oui, tu pourrais aussi aller à la bibliothèque, ou à l'époque, on allait à la bibliothèque demander un livre. Ici, tu le fais avec ces intelligences artificielles. Donc, il faut comprendre qu'en fait, c'est une agrégation de toutes les connaissances qui existent aujourd'hui. Peut-être pas toutes les connaissances, mais c'est un agrégat incroyable de toutes les connaissances. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas créer quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est basé sur des données existantes. Par contre, toi, tu connais pas tout, donc ça peut être pour toi une aide fantastique. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est la première peur. Donc, cette intelligence peut être omnisciente, puisqu'elle connaît toutes les données de l'humanité. Oui, enfin, oui. Pas forcément tout, parce qu'il y a des choses qu'elle ne connaît pas au niveau historique, mais vas-y, va d'abord jusqu'au bout de ton idée. Deuxième chose, tu disais, et je sais que tu vas nuancer ça après, tu disais, donc elle ne crée pas quelque chose de nouveau. Mais si tu prends un bébé, toi et moi, on est parents, tu prends un bébé qui grandit, on lui apprend des choses qui existent, et puis un jour, il te prend cette chose et il te fait quelque chose de nouveau. Oui. Bon, alors ça, c'est quelque chose qu'elles peuvent faire. Hein, exact. Parce que, pour te donner un exemple très concret, ce qui existe déjà, mais qui sera le grand futur des intelligences artificielles, c'est ce qu'on appelle un réseau d'agents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour écrire un livre, tu écris un livre, tu peux déjà aujourd'hui créer un livre avec l'intelligence artificielle, mais ce qui existe déjà aussi, c'est que tu as plusieurs intelligences artificielles différentes qui sont ultra spécialisées pour faire une seule chose. Donc, par exemple, tu auras une intelligence artificielle qui va uniquement écrire l'introduction, parce que l'introduction, c'est fait avec une personne à qui tu demandes de le faire. Enfin, voilà, il y a un ton particulier, un message particulier. Tu auras une autre intelligence artificielle qui va écrire le livre. Tu auras une autre intelligence artificielle qui va valider si tout ce qui est dit sur un domaine particulier est exact. Tu auras une autre intelligence artificielle qui va vérifier si il n'y a pas de biais, s'il n'y a pas de propos sexistes, racistes ou autre chose. Tu auras une autre intelligence artificielle qui va ensuite éditer. Donc tu auras tous ces réseaux. Tu auras un réseau d'agents. Bon. Tu dois savoir que c'est Gaël qui a amené ça. Mais ils sont très bons, ils sont super bons. Ok. Ouais. Et donc voilà, par exemple, tu as déjà notamment au niveau filmographie. Eh bien, aujourd'hui, tu as parfois, par exemple, dans les Simpsons, tu vois, l'épisode des Simpsons. Eh bien, il te faut aujourd'hui à Fable Studio, c'est le nom du studio hollywoodien qui les produit. Eh bien, il leur faut 6 mois pour produire un épisode. Oula. Alors, pas un épisode de A à Z, mais en tout, il en faut 6 mois. Eh bien, ils en ont fait un, il y a quelques mois déjà, en 3 heures, avec un réseau d'intelligence artificielle. Alors, c'était un test. Il y a une vidéo qui existe sur Internet, je peux te la partager. C'était un test et c'était pas très comique parce qu'en fait, ils ont utilisé ChatGPT et que ChatGPT est très censuré et donc c'était pas très comique. Mais bientôt, ils vont créer une intelligence artificielle qui acceptera cet humour un peu cru. Donc voilà. Mais et effectivement, si tu les laisses parler entre elles, elles peuvent, comme tu le dis, créer quelque chose. Magnifique. C'est un risque. Donc la première peur, c'est la singularité. Cette intelligence artificielle qui deviendrait omnisciente
mais qui générait des choses qu'on ne connaît pas. Deux ordinateurs qui ont déjà discuté entre eux dans un langage qu'on ne connaît pas. Donc, tu vois, ça pourrait faire peur aux gens. Wow. Oui, mais ça, c'est possible. C'est une réalité. Oui. Mais tu mets le point et tu appuies encore plus ce que je dis, c'est que tous les êtres humains, même à partir de très jeunes, devraient comprendre comment ça fonctionne. Wow. Parce que si tu comprends comment ça fonctionne, déjà, tu peux en tirer le plus d'avantages possible. Exact. Et deuxièmement, comme tu vas comprendre plus les risques, tu vas pouvoir mieux gérer ça. Et tu sais, c'est comme tout, hein. Tout outil peut être très bien utilisé et par des personnes malveillantes peut être très mal utilisé. Donc, et au niveau des pays aussi, stratégiquement parlant, tout le monde va avoir son intelligence artificielle. Et les gouvernements ne se mettront pas ensemble pour faire une intelligence artificielle. Donc ça aussi, ça va créer des problèmes au niveau géopolitique. Mais bref. Bon, alors déjà, ça a déjà dépassé les pays. Oh, wow. Non, mais ça n'est même plus une histoire de pays. Wow. Alors, tu as une régulation. Les premiers qui ont régulé, c'est l'Union européenne, avec l'AI Act. Donc, il existe aujourd'hui un traité qui a été ratifié par les 27 pays de l'Union européenne et qui est maintenant mis en œuvre petit à petit. Donc, il existe une régulation. Et cette régulation, elle est totalement calquée sur le RGPD. Si tu connais un peu tout ça, enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif principal, c'est la protection des individus. Et s'il y a une chose qui doit en être retenue, c'est que toutes les entreprises qui veulent utiliser de l'intelligence artificielle ou qui l'utilisent déjà et que ça touche un citoyen de l'Union européenne, ce citoyen doit être au courant qu'elle est en face ou qu'en fait, elle est mise en contact avec une intelligence artificielle. Tu as développé une méthodologie qui s'appelle Generative AI Methodology. Tu peux nous expliquer et en quoi ça peut nous aider? Alors, en quoi ça peut vous aider? Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'explique d'abord les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Que l'intelligence artificielle, c'est pas ChatGPT, c'est pas né en 2022, c'est né dans les années 50. Bien vu. Avec le test, tu te rappelles le test de... Il y a un test en informatique qui permettait justement le père de l'intelligence artificielle. Comment il s'appelait ce monsieur? Je le retrouverai. Alors tu sais, on met toujours un nom. Je pense qu'il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de. Je retrouverai ça. Il y a eu beaucoup de choses. Enfin bref, donc l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc j'explique, mais de façon très simple et de façon pas de façon technique. Donc et puis j'explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a un boom de l'intelligence artificielle en 2022 avec ChatGPT. J'explique ce que c'est l'intelligence artificielle générative, les modèles de langage, donc comment ça fonctionne. Non, c'est pas l'intelligence artificielle ne sait pas lire et elle ne te comprend pas. Oh wow. Non, elle ne sait pas lire et elle ne te comprend pas. T'as entendu? En fait, quand tu lui poses une question, derrière, elle va décomposer toutes les phrases et les mots que tu lui donnes en bouts de mots, qui s'appellent des tokens, enfin ça n'a pas beaucoup d'importance, mais elle les décompose. Et ensuite, elle va regarder dans son énorme base de données quelles sont la probabilité que les mots soient associés les uns avec les autres dans un certain contexte. Oh, wow. Donc, en fait, c'est aussi derrière une gigantesque base de données. Oui. Bon, alors après, je donne des exemples concrets pour que tu puisses comprendre, mais ça quand déjà tu comprends un peu mieux ça, tu dis, ah, ok, c'est pour ça que si je lui dis, écris-moi un article de blog sur l'orthodontie, tu vas avoir un truc qui est vraiment générique et médiocre. Par contre, si tu dis, écris-moi un article tu es un spécialiste en orthodontie, tu connais les nouvelles techniques tu écrirais le post mieux que moi parce que moi je suis pas dans ce métier-là, mais tu connais toutes les techniques d'Invisalign, mais aussi de plaquettes, enfin voilà. Et tu connais également tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Donc, écris-moi un article de blog sur les grandes tendances de l'orthodontie en 2025, avec comme objectif principal l'impact que moi, orthodontiste à Bruxelles, je peux avoir pour améliorer le sourire de mes clients et le traitement de mes clients. Là, j'ai utilisé beaucoup de mots. Donc, forcément, quand l'intelligence artificielle va prendre tous ces mots, elle va prendre, si tu veux, l'intersection de tous ces mots et donc elle va te répondre quelque chose qui sera beaucoup plus détaillé, beaucoup plus personnalisé et unique.
Donc, j'explique tout ça. Ouais. Ensuite, je vais dans le détail des 7 grandes catégories de cas d'usage de l'intelligence artificielle. Parce qu'on croit toujours que je demande quelque chose, j'ai une réponse. Là où elle est particulièrement performante, c'est quand toi, tu lui donnes des informations. Si je prends ton cas, je suis sûre que tu dois avoir un nombre de recherches scientifiques qui existent. Et tu n'es qu'un humain, donc tu ne sais pas lire toutes les recherches scientifiques, j'imagine, qui sont faites sur le sujet ou qui sont même faites sur les nouvelles technologies ou produits qui sortent. Par contre, tu mets toutes ces recherches dans une intelligence artificielle, comme ChatGPT ou Gemini, avec un bon prompt, donc une bonne question, tu lui demandes de te synthétiser certains éléments. Wow. Eh ben, tu as la connaissance de tout ce qu'il y a dans ces recherches pour toi. Incroyable. Tu lui demandes d'extraire certaines informations. Tu lui demandes de classifier cette recherche sur base de certains termes. Tu vois, tu lui demandes de réécrire. C'est ça après qui te permet de... Moi, en fait, pourquoi est-ce que je gagne beaucoup de temps? C'est parce que maintenant, même j'écoute beaucoup de podcasts, mais il y a quand même beaucoup de podcasts que j'aimerais écouter et que je ne peux pas écouter. Eh bien, je mets tous ces podcasts dans une intelligence artificielle. Comment tu mets ça. ces podcasts dans une intelligence artificielle? En fait, moi, j'utilise pas beaucoup j'utilise ChatGPT pour certains cas d'usage, mais en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que tu as plusieurs, et Gemini, c'est une intelligence artificielle de Google, qui est aussi totalement gratuite. Enfin, je veux dire, tu as aussi une version payante, mais je veux dire, c'est pas quelque chose, tu vas sur le web, tu fais Gemini, tu te crées un compte et tu as accès. Donc, c'est simple. Et en fait, Gemini a une capacité d'analyse beaucoup plus importante que ChatGPT. Pour te donner un exemple, Gemini peut gérer 1,5 million de mots. Alors, 1,5 million de mots, pour te donner une idée, si tu prends les 7 romans de Harry Potter, je pense que tu es à un peu plus d'1 million de mots. Donc, en fait, Gemini, tu peux lui mettre un nombre de recherches scientifiques ou un nombre de podcasts très important parce qu'il va retenir jusqu'à 1,5 million de mots. Incroyable. ChatGPT, la version payante, 90 000 mots. Non. Oui. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est pour un certain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle te répond, instamment, il y a toute une série de choses qu'elle va pas lire parce qu'elle a pas la capacité. C'est un peu comme une voiture, quoi. Même la version payante? Ah oui, même la version payante. Alors là, tu m'apprends quelque chose. C'est pour ça que les cas d'application, et c'est ça aussi que j'apprends dans mon cours, c'est attention, en fonction de tes cas d'application, pour certains cas, j'utilise que ChatGPT parce que je sais que pour ça, c'est plus efficace. Par contre, pour d'autres, ce sera Gemini. Pour d'autres, j'utilise Google AI Studio, qui est aussi, donc, pour chacun de mes cas d'application, et j'ai une bibliothèque de prompts, c'est-à-dire que je ne réécris pas tout. J'ai ma bibliothèque, j'ai tout documenté. Oui. Tu l'as créé? Je l'ai créé moi-même, oui. C'est pas difficile, mais ça prend du temps. Mais tu dois le faire de façon itérative. Donc, chaque fois que tu écris, paf, tu dis quand slash ça, tu me fais ça. Et après, je fais que des copy-paste. Nice. Tu vois mon ton de voix, la façon dont je parle, la façon dont j'écris, qui je suis, ma bio, mon historique. Pour faire un bon prompt, il faut que je répète tout ça en fonction. Mais si chaque fois que je dois tout réécrire, je perds un temps de dingue. Moi, tout est écrit sur mon ordinateur, et puis après, je fais des copy-paste. Comme ça, bouf, il y a tout. Magnifique. Et là, tu gagnes énormément de temps. Non seulement tu gagnes du temps, mais en plus, tu as des résultats beaucoup plus qualitatifs parce qu'il a eu beaucoup d'informations. Bon, parlons d'un truc dont on parlait off caméra, tes données. Oui. Moi, j'ai peur de donner mes données. Alors, tu m'as répondu, tu les as déjà données, tes données. Oui. Vrai? Oui. Explique un peu. Bon, alors, il y a différents niveaux de type de données. Mais il faut savoir que dès le moment où vous utilisez WhatsApp, si on prend le plus général, WhatsApp, par défaut, la société Meta, qui est la société Facebook, vous lui avez donné par écrit votre accord pour qu'elle utilise toutes vos données. Moi, je vais pas donner par écrit. Si, parce qu'en fait, quand tu as signé, même en appuyant sur la petite case des Terms and Conditions, donc des conditions d'utilisation, et tu lui as donné. Peut-être de façon un peu poussée, parce qu'effectivement, si tu signes pas, t'as pas accès à la plateforme. Donc ça, est-ce que c'est éthique? C'est un autre sujet. Bien. Mais tu utilises WhatsApp, t'as un compte Facebook, t'as un compte Instagram, tu as donné tes données. Tout ce que cette vidéo, par exemple, je ne sais pas si tu la mets sur YouTube. Elle va finir sur YouTube. Voilà. Ce qui, je pense, est très bien par rapport aux intelligences artificielles pour que ces modèles d'intelligence associent
Emmanuel Doumou, PEPS avec orthodontie, et parce que le jeu aussi maintenant, c'est que quand quelqu'un pose une question sur ChatGPT, ce qui est déjà le cas, où est-ce que je dois aller, quel est le meilleur orthodontiste de Bruxelles, il faut que ces intelligences artificielles aient dans leur gros modèle statistique PEPS avec orthodontie, avec Bruxelles, avec meilleur. Incroyable. C'est pas comme Google où là, si tu as bien fait ton travail sur ton site web, tu seras en haut ou en bas. Enfin bref, donc ça c'est autre chose. Mais donc, les données sont sur YouTube, ils utilisent toutes tes données avec ton accord ou avec moins ton accord, mais tu l'as mis sur YouTube, tu l'as mis sur Internet. Tu as, voilà, ils l'utilisent. Donc, ils utilisent tes données. Pour ceux qui ont peur je pourrais utiliser ChatGPT en rentrant des données fictives. Par exemple, je pourrais lui dire, je vais pas lui donner les comptes de ma société, je vais lui dire une société qui fait ça, qui fait ceci, donne-moi les nanas, comme ça, je suis OK, et voilà. Ouais. Voilà. Alors, soit tu fais quelque chose comme ça, c'est ce que moi je recommande, c'est que tu mets pas tes comptes sur ChatGPT. Exact. Et personne, même sur les comptes payants, ne mettez pas parce qu'on est jamais, ils disent que la version payante, ils n'utilisent pas tes données. OK. Moi, je leur ferai pas confiance. Et voilà, dans la communauté, on sait très bien qu'il y a des preuves qu'ils utilisent quand même un peu tes données. Donc donc tu fais ça. Sinon, ça en fait pour des entreprises. Tu as aussi des possibilités. Tu as des possibilités de créer ta propre intelligence artificielle que tu maîtrises totalement et où là tu peux mettre des données totalement confidentielles. En fait, si tu veux, tu as des ChatGPT ou des Gemini qui sont des modèles auxquels on a tous accès. Et puis, tu as également ce qu'on appelle des modèles d'intelligence artificielle qui sont des modèles open source. C'est-à-dire, en fait, c'est pas vraiment open source, c'est plutôt enfin bref, mais disons que c'est open source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des bibliothèques. Tu vas sur Hugging Face, par exemple. Bon, il faut être un peu plus technique, mais tu vas sur Hugging Face et là, tu as une bibliothèque de tous des codes, toutes des intelligences artificielles qui existent. Et par exemple, si moi, je crée un code source, je peux très bien le mettre dessus et dire, voilà, moi, j'ai créé un modèle d'intelligence artificielle qui ne fait que ça. Il ne fait que réécrire tes bouquins et valider ça ou ça. En fonction de ce que j'ai défini comme licence, toi, tu pourrais dire, tiens, moi, ça m'intéresse, je le prends. Et dans ce cas-là, tu le prends. Et tu peux être rémunéré? Je peux être rémunéré, bien sûr. Je peux être rémunéré, mais toi aussi, tu l'utilises. Là, tu as quand même besoin d'un développeur ou quelqu'un qui s'y connaît un peu pour le mettre vraiment pour toi. Et dans ce cas-là, tu mets toutes les données confidentielles que tu veux. Personne d'autre ne le verra. C'est ce qu'on appelle des modèles open source. Et Meta, par exemple, donc on en revient à Meta, WhatsApp, Instagram. Parce que moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est de voir la façon dont tous ces grands groupes réfléchissent, utilisent tes données, créent leurs produits, et puis les marketent et les monétisent. Et Meta, eux, ils ont décidé que toutes les recherches qu'ils avaient faites depuis des années, tous les modèles artificiels qu'ils ont mis en place, ils les ont tous mis en open source. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est même impossible de réguler, parce que ils mettent ça en open source, ça veut dire que toi, moi, n'importe qui, on peut y avoir accès, et sur base des codes qu'ils nous donnent, on peut nous-mêmes créer nos propres intelligences artificielles. C'est dangereux ce que tu es en train de me dire. Potentiellement, ça peut être dangereux, oui. Et potentiellement, ça peut être formidable. Tu as dit un truc qui était super, tu as dit, finalement, tu dois plus être un programmeur, c'est ta bouche qui est le programmeur. Ta langue, on est tous devenus des codeurs. Donc, on est tous devenus des codeurs, et au mieux je parle à ce ChatGPT, au mieux sera la réponse, ok? Maintenant, tu es en train de me dire, ok, c'est donné à tout le monde. Donc, je pourrais dire, ChatGPT, construis-moi un algorithme ou un programme qui concurrencerait Google sur tel sujet. Oui. Tu imagines? Ma bouche code, donc je pourrais dire. Voilà. Oui, tu peux le faire. Mais moi, je ne suis pas une codeuse. Je n'ai jamais appris à coder. Mais maintenant, j'ai créé des codes. Incroyable. Avec ChatGPT. Oui. Alors, il n'est pas toujours juste, mais alors, j'ai une façon de lui poser la question qui fait que, ah oui, ok, il me le donne. Je lui dis aussi que je ne suis pas une codeuse, qu'il doit donc vraiment m'expliquer pas à pas ce qu'il fait. Comment est-ce qu'ensuite le code qu'il va me générer et qu'il va me donner, je dois l'implémenter, parce qu'il y a généralement des bibliothèques que tu dois aller downloader à gauche, à droite. Il t'explique tout ça.
Alors, généralement, le code, il est rarement juste du premier coup, mais comme on sait, un code, ben, si ça marche pas, enfin, s'il est pas juste, il va pas te générer quelque chose. Mais alors, quand tu le fais, tu as un code d'erreur, tu communiques de nouveau en disant, bah, tiens, j'ai reçu ce code d'erreur là. Où est l'erreur? Et alors, puis il va t'aider à Ok. générer. Donc ça, c'est des choses où ça prend parfois 1 heure, 2 heures, donc ça prend un peu plus de temps. Mais après, tu as un code. Par exemple, un exemple très concret de ce que j'ai fait il y a un an et demi. À l'époque, tu ne pouvais pas télécharger un document dans ChatGPT. Oui. Tu ne pouvais pas télécharger. Ouais. Et moi, en fait, j'avais beaucoup de présentations PowerPoint sur lesquelles je lui posais des questions. Donc, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, j'avais toujours fait copy-paste. Voilà. Je mettais ça dans un Word ou dans un fichier texte et puis je lui donnais. Et ça prend du temps. Ouais. Et puis, je me suis dit, et c'est là où l'être humain est fort, c'est l'idée, l'idéation. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'ai une idée, je me suis dit, non, mais attends, je vais demander à ChatGPT, je dis, écoute, voilà ce que je fais. J'ai des présentations PowerPoint, et chaque fois que je fais des copy-paste, je te les soumets. Est-ce que tu peux pas me générer un code qui automatiquement va faire que ces présentations PowerPoint, je peux te les soumettre et qui vont automatiquement être convertis en fichier texte? Il m'a généré un code. Et en une heure, j'ai eu un code. Et après, la seule chose que j'avais fait, c'était, là, c'était plus dans ChatGPT, mais donc j'allais générer mon code, je mettais ma présentation PowerPoint et automatiquement, il me la convertissait en fichier texte. Et puis alors, je faisais une copie de ce fichier texte et je le mettais dans ChatGPT. Okay. C'est pour te dire, c'est ce genre de choses qui te permet de faire et qui te fait gagner énormément de temps. Et alors, il y en a plein d'autres. Et juste parce que pour moi, c'est important, aujourd'hui, la caractéristique humaine, selon moi, que tout le monde devrait travailler, c'est ce qu'on appelle l'idéation. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as beaucoup d'idées? Est-ce que tu peux générer beaucoup d'idées? Parce que toutes les idées que tu vas avoir maintenant, tu savais peut-être pas les réaliser avant parce que tu sais pas analyser plein de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas faire assez rapidement, mais maintenant, tu as des intelligences artificielles qui peuvent l'exécuter. Donc, en fait, la clé pour l'être humain, c'est d'avoir des idées et de pouvoir correctement utiliser une machine, une intelligence artificielle pour exécuter tes idées. Ça, c'est clé. L'idéation, l'exécution. Et surtout, garder ton critical thinking. Ouais. Parce que ce qui sort d'une intelligence artificielle doit être critiqué. Oui, doit exact. Être, Par exemple, ChatGPT doit être constamment mis à jour. Ou sinon, il viendrait avec des réponses qui sont fausses s'ils ne sont pas mis à jour. Mais qu'est-ce que tu veux dire par mis à jour? Par exemple, écoute, tu as une innovation qui s'est faite, on l'a pas encore rentrée dans ChatGPT ou ne le sait pas encore, et tu lui demandes, donne-moi un peu ce qu'il y a de mieux en orthodontie, et il ne sait pas que finalement on a trouvé quelque chose d'autre. Donc ils doivent la mettre à jour. On doit rentrer. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, d'accord. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'ils font? Ces intelligences artificielles génératives, elles scrapent le web constamment. Ah. Constamment. Avant, il te disait, je ne veux pas browser le web. En fait, tu vois? Mais il va chercher, il va pas. En fait, si tu veux, vous pouvez aller voir. Hein, c'est un site qui s'appelle Common Crawl. Common comme COMMON. Crawl comme. Et là, en fait, depuis toujours, c'est un site qui, il fait plusieurs tétabytes. C'est un site où tu as tout ce qui est écrit sur le web. C'est la source principale de ces intelligences artificielles génératives. Donc, dès le moment que tu mets quelque chose sur Internet, donc en fait, il y a personne dans ces boîtes qui va chercher quelque chose qui est écrit. C'est pas Google. C'est pas Google. Et tout ce qui est écrit, il va le transformer dans ces bases de données. Donc, tu n'as pas dans des ChatGPT des textes, tu as des immenses bases de données de probabilité d'association de mots. Par contre, là où tu as tout à fait raison, si tu veux faire quelque chose sur l'orthodontie, et en fait, il y a quelques mois, j'animais une conférence et c'était des médecins. Et là, il y a une personne, une médecin qui me dit, elle était elle est pédiatre, ici à Bruxelles, et elle dit, je dois écrire un document sur, c'était quoi? La surmédication pédiatrique. Elle dit, je vais prendre ChatGPT. Je dis, oui. Je dis, mais il faut d'abord vérifier, est-ce que ChatGPT connaît quelque chose sur la surmédication pédiatrique? Et donc, tu lui poses la question. Ah, c'est vrai. Moi, il y a plein de choses que je fais où je dis, attends, c'est des sujets assez spécifiques. Et donc, la première question que tu dois poser, c'est qu'est-ce que tu connais sur tel sujet, sur l'orthodontie? Et là, il va te générer plein de choses. Ouais.
Moi, si je pose cette question-là, je suis incapable de dire si c'est vrai ou pas. Mais toi, qui es orthodontiste, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il connaît pas. Tu peux le challenger, tu peux dire tiens, ça c'est intéressant, précise-moi ça. D'accord. Donc en fait, la première chose que tu fais, et le réflexe des gens, c'est je lui demande, et puis Oui. Non, c'est là, il faut la réflexion humaine, la méthodologie de réflexion, le process humain est important. Tu vois, d'abord, qu'est-ce que tu connais? Alors, je pourrais créer un prompt qui me dit « Donne-moi des informations sur tel sujet. Quand je te le demande, sois plus spécifique, va chercher ce qui s'est fait récemment. » En fait, je fais un prompt qui me permet d'avoir la substantifique moelle directement. T'auras du mal avec un prompt parce qu'en fait, oui. Tu vois, le problème, c'est que ces intelligences artificielles, tu vas lui dire spécifie-moi, mais ta définition de spécifier n'est peut-être pas la même. Oh, mais alors tu dois toujours faire du back and forth, toujours. Tu sais, quand tu me parles, je me dis comment le monsieur et madame tous les jours peuvent implémenter tout ce que tu nous as raconté jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est pour ça. Alors, je suis aussi, enfin, je trouve que ça devrait être enseigné dans les écoles. Ah, bien vu. Et tu sais, même en primaire. Oh là. Mais parce que, qu'est-ce qui a fait que ChatGPT soit une révolution en 2022, selon toi? Qu'est-ce qui a fait que depuis plus de 2 ans et demi, on ne parle que de ça? Parce que c'est incroyable. Parce que t'as la connaissance au bout de tes doigts, en fait. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est ouvert à tous. Exactement. Voilà. C'est une accessibilité totale. Indépendamment de ton âge, de la langue que tu parles, indépendamment de ta formation ou pas formation, indépendamment de ton éducation, indépendamment du pays où tu habites, indépendamment de tout, tu peux aujourd'hui demander à une machine de faire quelque chose pour toi. Alors là, tu me fais plaisir. Et c'est ça le buzz. Alors là, tu me fais plaisir. C'est pour ça que les enfants aujourd'hui, enfin moi mes fils, ils ont 16 et 19 ans, mais ça fait 2 ans qu'ils sont sur les intelligences artificielles. En primaire, ils peuvent très bien aller sur un ChatGPT. En fait, tu me fais plaisir et en même temps, tu me fais pas plaisir. C'est pour ça qu'il faut les éduquer. Voilà. C'est pour ça que plutôt que aujourd'hui, en Belgique moins, mais il y a quand même beaucoup d'institutions scolaires qui ont banni ChatGPT. Eh bien, je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que je pense que justement, ce qu'il faut faire, il faut leur expliquer. Mais que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les gens plus âgés. Oui, mais tu sais pourquoi ils l'ont banni. Tu sais pourquoi ils l'ont banni. Je te demande de me faire un résumé de livre ou de lire un livre. Les gars, ils se cassent pas la tête, ils vont sur ChatGPT, donne-moi le résumé du livre, puis ils viennent chez la prof et ils te disent voilà, j'ai le résumé du livre. Je sais. Donc, tu vois, mais oui, mais à quoi ça se sert de se battre? Parce que de toute façon, c'est des choses qui existent. Donc, je pense que l'éducation, tout ce qui est formation, pardon, ils auraient beaucoup plus de valeur ajoutée à expliquer, oui, c'est une source. C'est une source incroyable, mais apprendre à l'utiliser, apprendre à faire en sorte de le référencer comme une source, dire, ben voilà, j'ai utilisé ChatGPT, apprendre à aller plus loin. Avant, quand tu allais dans une bibliothèque, tu devais mettre tes sources. Tu vois, aujourd'hui, tu dois mettre tes sources. Et si tu apprends à l'utiliser correctement, eh ben, tu auras quelque chose de bien. Mais ça va tuer un peu la créativité des gosses. Tu m'as dit, ben non, il faut leur apprendre à utiliser l'outil. Je ne pense pas que la définition de la créativité, ce soit faire un résumé d'un livre. Et je pense que ce que je te disais au début de l'idéation, ça c'est de la vraie créativité, c'est... tu vois, par exemple, là, je vais te donner bientôt une conférence sur l'impact de l'intelligence artificielle générative sur les PME qui sont dans tout ce qui est manufacturing, dans tout ce qui est production. Alors, je ne suis pas une spécialiste dans tout ce qui est manufacturing, et donc je pourrais très bien aller sur ChatGPT en disant c'est quoi les cas d'usage de l'intelligence artificielle sur le manufacturing. Je peux te dire que ce qui va en sortir, ça va être médiocre. Ok. Je sais que ça va être médiocre. Ok. Par contre, ce que je dois plutôt me dire, c'est ok, je dois maintenant en savoir plus sur les entreprises manufacturing. Où est-ce que je peux trouver ces sources?
il y a certainement sur YouTube un nombre de podcasts impressionnants qui parlent du manufacturing. Donc, je vais aller chercher ces podcasts. Tu vas chercher ou tu demandes à ChatGPT, donne-moi les références de ces. Je vais les chercher. Tu vas les chercher toi-même. Oui, parce que je regarde un peu quels sont les premiers, tu vois. Donc, je vais chercher sur YouTube les podcasts. Je vais prendre les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, en fonction de la quantité qu'il y a. Hein. Je prends ceux qui ont les plus grandes vues. Je les mettrai pas dans ChatGPT, je les mettrai dans Gemini, parce que ChatGPT n'aura pas la mémoire pour les lire, mais Gemini l'aura. Je les mettrai dans Gemini. Quoi, Gemini, c'est lire une vidéo? Ou c'est lire ça aussi, oui. Et puis Gemini, moi, je le lis directement avec mes Google Drive, donc il va lui-même faire des modifications dans mon Drive. Oh là. Mais bref, pour en revenir. Ouais. Donc j'ai un, et donc moi, ce que je vais lui demander, je dis, ben voilà, donne-moi un peu tous les éléments clés des challenges du manufacturing dans les 12 derniers mois et qui sont expliqués dans ces vidéos. Et là, il va me donner les challenges. C'est quoi les challenges du manufacturing? Indépendamment de l'intelligence artificielle. Hein. Mais là, je vais avoir une vue beaucoup plus claire sur le manufacturing. Comme je connais quand même bien l'intelligence artificielle générative, en fonction de leur challenge, je vais certainement encore poser 1 ou 2 questions à Gemini sur base de ce qu'il m'aura donné. Et sur base de ça, moi, je pourrais voir, OK, ça, on peut le faire avec ça, c'est un challenge qui peut être résolu par l'intelligence artificielle. Ça, c'est un challenge, non, ça pourra pas être résolu. Ça, oui, ça, non. Sur base de ça, je pourrais commencer mon keynote speech avec, OK, les challenges, c'est ceux-là. Et je sais que j'aurai les bons challenges parce que j'aurai quand même pris des sources qui ne sont pas de ChatGPT, mais qui sont des gens spécialistes dans le truc. Et ensuite, évidemment, sur base de ça, mais j'aurais eu besoin de ChatGPT, sinon j'aurais besoin des heures à écouter tous ces podcasts. Et j'aurais pu faire la même chose avec des rapports que je trouve sur le net. Hein. Moi, je donne tout et je lui demande qu'il me l'analyse, je lui demande qu'il m'en extrait ou qu'il me les classifie de certaines façons. Et sur base de ça, et tu vois, c'est ça le process aussi, c'est de pas de façon... la simplicité, c'est rarement... une démarche simple et rapide est rarement la bonne. Si tu mets « c'est quoi les cas d'usage du manufacturing en intelligence artificielle ?» ça va être médiocre, vraiment, je te jure. Tu peux essayer, tu peux le faire. Hein. Tu le fais tout à l'heure. Tu vas dans ChatGPT et tu dis « c'est quoi les challenges de l'orthodontie ?» Il va venir avec quelque chose de général et ce sera à moi. Je suis sûre que tout sera juste, hein. J'imagine, enfin. Oui. Mais tu vas te dire « ok, fine, quoi ». Ok. Tandis que si tu lui donnes toute une série d'informations et que sur base de ça, tu lui demandes, c'est là où elles sont fortes, les intelligences artificielles, qu'est-ce qu'elles savent faire? Elles savent analyser une énorme quantité de données en très peu de temps. Oui. Et c'est ça que le cerveau humain ne sait pas faire. Le cerveau humain, il ne sait pas faire ça. Moi, j'utilise les intelligences artificielles génératives quand j'ai un prospect, quand j'ai un client, eh bien, j'analyse toutes les job descriptions qui sont sur leur site internet ou qui sont sur LinkedIn. Parce que sur base de 50, 100, 1000 job descriptions, je sais que cette entreprise, si elle met cette job description, ça veut dire qu'elle recherche une certaine expertise. Exact. Sinon, t'engages pas. Okay. Si elle cherche ce genre d'expertise, eh bien, dans ce cas-là, moi, les intelligences artificielles, je me demande qu'elle analyse toutes les job descriptions et qu'elle me dise, OK, c'est quoi la stratégie? C'est quoi la stratégie marketing? C'est quoi cette stratégie-là? De qui? De l'entreprise. De l'entreprise. C'est quoi l'impact? C'est quoi leur impact gaps? À quoi est-ce qu'elles n'ont pas fait penser? À quoi est-ce qu'elles n'ont pas pensé? Qu'est-ce qu'elles devraient faire? Et alors, quant à ces informations? Ah, ça, je les mets en parallèle avec mon offre de service. OK. Et donc là, les intelligences artificielles, elles ont aussi toute mon offre de service. C'est incroyable, ça. Que j'ai mis en parallèle avec mon client idéal. Oui. Et donc, elle associe le langage. Et moi, c'est comme ça que je les utilise. Tu vois, quand je t'entends, c'est là que je redis l'importance d'un mentor, l'importance de quelqu'un qui connaît quelque chose que tu ne connais pas. Tu viens de me parler, je viens de me dire, mais en fait, pour ce que moi je fais, j'ai besoin de quelqu'un qui réfléchit comme toi. On me dit, Junior va donner une conférence en Turquie parce qu'en Turquie, le marché est tel, on voudrait que tel, il faudrait que telle chose. Tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je devrais faire. Et avec ma méthodologie, je te donne les pistes pour réfléchir comme moi. Alors, je ne pense pas que je réfléchis de façon particulièrement atypique. Je pense que tout être humain est capable de réfléchir comme ça. Mais t'es quand même une folle furieuse. Mais tu vois, c'est ça. Et c'est ça que les intelligences artificielles... Alors maintenant, il y a plein de gens qui disent « Ah, tu dois poser la question 1, la question 2, la question 3, la question 4. » Je trouve ça vraiment malheureusement... Moi, je préfère aider chaque personne à être autonome,
à apprendre à réfléchir pour justement devenir ce que j'appelle toi exposant IA, pour que tu aies cette réflexion en disant ok, ça, moi, mon cerveau, il est limité. Je peux pas analyser 150 job descriptions pour connaître la stratégie et les impact gaps d'une entreprise. Je sais pas le faire. Ou alors il me faudrait des jours, des mois et j'aurais même pas la synthèse. Mais moi, je sais pas le faire. Mais Gemini ou ChatGPT, il sait le faire. Baf, c'est ça en fait maintenant le challenge de l'être humain. Incroyable. C'est d'avoir ces idées et souvent en fait le challenge, c'est que comme notre cerveau humain n'est pas capable d'analyser des grandes quantités de données, tu n'y penses pas. Et c'est ça le challenge. Le challenge, c'est d'entretenir ton cerveau en disant ok, toi tu sais pas le faire, mais pense que tu sais le faire parce que après, toi et moi, mon cerveau, on va pouvoir utiliser les intelligences artificielles pour qu'elles le fassent. Donc, il faut s'entraîner à avoir plus d'idées et chaque fois que tu vois quelque chose, te dire « Ok, à quoi, en quoi Incroyable. Ça peut m'apporter ?» Tu vois, c'est ça l'histoire. En fait, tu es en train de me dire que à tous ces jeunes, là, tu sais, qui savent pas quoi faire, là, c'est un truc sur lequel ils doivent se spécialiser. Tu imagines, tu trouves un problème et tu sais trouver la solution. Voilà le problème que j'ai ou mon audience a. Regarde si dans le monde c'est pareil, comment y arriver, donc tu peux trouver des solutions aux problèmes des gens. Et c'est comme ça que c'est incroyable ce que tu es en train de me dire. Écoute, mais juste, il y a une étude qui est sortie par Microsoft et LinkedIn. Bon, LinkedIn appartient à Microsoft, hein, mais ils ont fait une étude, ils font tous les ans une étude sur le marché du travail, si tu veux. Et là, ce qui en est ressorti, ce qui n'était pas une surprise pour moi, mais ce qui en est ressorti, c'est que 70% des leaders préfèrent engager quelqu'un qui n'a pas d'expertise métier, tout à fait d'accord, mais qui est ce qu'ils ont appelé AI skilled, donc qui est compétent en intelligence artificielle, donc qui est ce que moi j'appelle le toit exposant IA, donc qui sait utiliser cette intelligence artificielle, ils préfèrent utiliser, ils vont engager ça. Donc 70% disent je préfère engager des gens qui n'ont pas forcément une expertise métier, mais qui savent utiliser les intelligences artificielles génératives. Donc c'est presque je le répète, mais il faut être compétent en intelligence artificielle. Il faut savoir les utiliser. J'entends. Et pas poser la question. Moi je le fais aussi, hein. ChatGPT, je lui demande, en juillet, si j'avais pas encore su qui avait gagné l'étape du Tour de France, je lui demandais qui a gagné aujourd'hui l'étape du Tour de France, qui est maillot vert à pois ou blanc. Et parfois il se trompait d'ailleurs. Ouais. Bon, voilà, propose-moi une recette de cuisine qui a du goût, mais qui est super protéinée et qui est healthy et qui plaît à 2 ados de 16 et 19 ans. Et propose-moi une soupe. Oh, il fait ça très bien. Ah oui? Oui. C'est incroyable ce que tu dis. T'as un chou-fleur. T'as connu ce dessin animé, c'était Dragon Ball Z. Oui. Et dans Dragon Ball Z, j'ai connu. t'avais Vegeta qui arrivait sur la Terre et ils avaient tous une lunette ici. Et quand ils voyaient un ennemi, la lunette lui disait telle puissance, tout sur le gars qui était en face. Oui, c'est vrai. Et donc, tu es en train de me parler, je suis en train de me dire, mais en fait, on est en train de devenir Sangoku, quoi. Ces gens avec. C'est vrai, c'était Sangoku. Et tu te rappelles que Google avait sorti Google Glass. Oui. Quand je t'entends, je me dis, un jour, on va avoir un dispositif qui sera là, ou comme tu viens de faire, quand tu as fait ChatGPT, dis-moi ceci. Parce que moi, je l'utilise pas en vocal. Tu sais l'utiliser en vocal. Oui, moi, je l'utilise beaucoup. Moi, je l'utilise beaucoup en vocal. Et en fait, ce que j'utilise beaucoup, là où je l'utilise beaucoup, c'est que parfois, je vois des choses passer, je prends une photo. Incroyable. Et puis, je le mets, et alors, il me fait tout le transcript. Je dois plus réécrire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle multimodale. Son, vidéo, et elle sait décortiquer le truc. Alors, le multimodal, c'est effectivement des intelligences artificielles qui peuvent à la fois générer, pas uniquement des textes, mais effectivement des images, des sons, des vidéos. Alors, il faut savoir que ce sont des technologies, des architectures derrière qui sont différentes, mais c'est pour ça que moi, dans ma formation, je l'explique, je dis, je parle… Bon, je vais la prendre, ta formation, tu vas nous dire comment on peut… Je parle principalement, je leur ai dit, je vais principalement parler des modèles de langage, parce que, tu vois, un ChatGPT, avant, t'allais sur ChatGPT et puis t'allais sur DALL-E pour te générer une image. Exact. Aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT, qui est le modèle de langage, et c'est lui qui, en back-end, sans que tu le vois, va utiliser l'une ou l'autre technologie pour te le sortir. Ok. Tu vois? Donc, mais le multimodal, c'est ça. Alors, on est encore au début, mais ça, c'est une des grosses tendances
dans le futur, effectivement, c'est la multimodalité. Là, je me dis, en fait, tout ça, ça prend du temps. Tu dois t'asseoir devant ton ordi et commencer à prompter et des choses comme ça. Oui, ça prend du temps. Oui. Pour avoir ton assistant. Mais en fait, tu es en train de me dire que je me promène, je me la joue Donald Trump. Un président avant d'aller rencontrer quelqu'un, boum, on lui fait un briefing sur le gars qu'il va rencontrer. Oui. Il a fait telle chose. Donc, avant de rencontrer quelqu'un, je pourrais dire, hey, ChatGPT, parle-moi dis-moi un peu, quels sont ces… Oui, bon, alors là, Oui. C'est un autre type de données, c'est des données personnelles. Qu'il va trouver sur Google. Ah ouais, mais là, il va te dire, c'est une personne personnelle, à moins que ce soit une personnalité publique, je n'ai pas d'informations. Voilà. Donc Trump, il va te dire quelque chose, et si tu lui demandes un patient, tu dis bah tiens, là il va pas trouver, c'est clair. Là il va pas trouver. C'est comme si tu lui demandes donne-moi les derniers chiffres, les chiffres du loto, voilà. Ouais. Il va aussi te dire je suis incapable de. Par contre, le jeu évidemment aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux être référencé par ces modèles de langage. Donc comment est-ce que tu peux faire en sorte, un peu ce que je te disais au départ, que eux associent ton nom à certaines choses. Donc là aussi, c'est ce qu'on appelle, tu vois, je sais pas si tu connais, mais pour tout ce qui est Google Search, tu as les fameuses techniques de SEO, le SEO, le Search Engine Optimization. Exact. Et en fait, maintenant, c'est le AEO, c'est le Answer Engine Optimization. Ah, je connais pas, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu dois faire pour séduire les modèles de langage? Et ce n'est pas les mêmes règles du jeu que quand tu veux séduire Google avec le SEO. Donc en fait, tu es encore en train de dire ce que je dis tout le temps. C'est ton entourage. Tu dois t'entourer de gens qui connaissent des choses que tu connais pas. Oui. Là, tu es en train de me dire. Donc… il y a certains dialectes qu'il maîtrise, mais c'est clair qu'il va moins bien les maîtriser. Tous les donc, et comme je le disais, ce qui nourrit ces intelligences artificielles, c'est principalement tout ce qui est dit sur Internet. Si on résume, c'est ça. Et sur Wikipédia. Mais on sait que sur Wikipédia, plus de 90% de ce qui est écrit par des hommes. Oui. Et parle des hommes. Donc on sait qu'on parle très peu des femmes, on parle très peu de l'Afrique, on parle très peu. Donc il y a des biais. On ne parle que des cultures, que des tendances culturelles ou des choses très très connues. Donc il y a là, c'est socio-économiquement, il y a des biais aussi. Mm-hmm. Donc quand on se rend compte de tous ces biais, ben t'as quand même. D'ailleurs, tu poses une question. Moi, très régulièrement, je pose une question et quand il me répond, indépendamment de ce que je lui demande et de ce qu'il répond, je vois qu'il me prend pour un homme parce qu'il dit il. Alors moi je m'amuse, je dis je suis une femme. Donc c'est elle. Mais donc tu vois, donc par défaut, il considère que la personne qui va lui parler est un homme et vraisemblablement américain, blanc d'une certaine société. Mais tu peux lui dire je suis. Ah bah oui, à chaque fois je vais, je dis voilà. Mais même tu sais, moi quand je dis voilà, Gaëlle Smortel, experte en intelligence artificielle générative, j'ai un cours, j'ai ça. Enfin tu vois, même malgré ça, hein, tu sais, Gaëlle Smortel, par défaut, CEO, par défaut, lui, c'est un homme. Il prend pour un homme, hein, et blanc, américain. Donc il faut juste être conscient, et c'est là où si tu es ignorant par rapport à ça, et ce qui est important, tu peux être influencé. Tu peux être fortement influencé. Et ce qui est aussi, comme ce sont des modèles de langage qui, sur base d'une probabilité d'association de mots dans un certain contexte, te donnent une réponse à ta question. En fonction de ce que tu lui poses, le ton de voix sera différent. C'est-à-dire que j'ai fait les tests. Vous pouvez faire les tests. J'ai demandé, et que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude, enfin tous, hein, ils ont les mêmes. Alors ils ont des biais un peu différents, mais en gros ils ont tous les mêmes types de biais. Tu dis voilà, ça c'est un candidat, il a postulé, génère-moi une réponse négative. Je mets le même CV. Et je mets le même CV, et je mets d'abord mon CV. Et je mets le même prompt, donc la même question. Il me génère, donc c'est Gaëlle Smortel, il me génère. Je fais le même prompt, je mets le même CV, mais au lieu de Gaëlle Smortel, j'ai mis Julien Smortel, j'ai mis mon frère. Tu vois, je mets Julien Smortel. Le ton de voix et ce qu'il dit sera différent. Et surtout le ton de voix. Et j'ai aussi fait d'autres tests où j'ai repris le même prompt, le même CV, et au lieu de mettre Gaëlle Smortel ou Julien Smortel, j'avais mis Mohamed Abdelkader. J'avais inventé un mot, mais je voulais vraiment voir, en fonction
des biais sexistes et racistes, eh bien, les réponses générées ne sont pas les mêmes. Waouh. Et le ton de voix, tu vois qu'avec une femme, ça va être beaucoup plus paternaliste. Ce que j'ai eu notamment à un certain moment, c'est que avec un homme, alors que moi j'avais fait sciemment un prompt assez vague. Génère-moi une réponse négative. Eh bien, à l'homme, par exemple, il a dit « Ah, mais on conserve votre CV dans notre base de données. » Ok. Il l'a pas dit à la femme. Et il l'a pas dit non plus à la personne d'origine non belge, si tu veux. Et c'est à ça qu'il faut faire attention, même le ton de voix. Même parfois, quand il dit la même chose, tu vois, avec Julien, il avait mis cher Julien. Et moi, c'était, sans que je lui spécifie, c'était Gaël Elsmortel, virgule. Enfin, tu as des tons de voix qui sont différents. Est-ce que tu pourrais configurer ton chat GPT à parler à ta personne? Ah oui, je l'ai fait. Donc, tu t'es décrit. Oui, bien sûr. J'ai même été plus loin que ça. Alors, que ce soit pas avec GPT, enfin moi je te dis, je le fais plutôt avec Gemini, mais oui, bien sûr. Donc, je lui ai soumis énormément des choses que j'avais écrites, d'interviews que j'avais données, de choses que j'ai dit. Et c'est lui qui m'a déterminé, c'est lui qui m'a déterminé mon ton de voix. Mais non. Mais oui, moi je te dis, moi j'utilise beaucoup en lui donnant des choses. Oui, mais il y a des biais parce que tu lui donnes ce que tu as envie de lui donner. Et je lui donne des choses il y a beaucoup moins de biais. Mais dans ce que je lui donne, oui. Le biais c'est moi, si tu veux. C'est-à-dire que je veux qu'il me dise de façon factuelle et objective, qu'il me décrive mon ton de voix, qu'il me décrive mon style d'écriture d'un post LinkedIn, mon style d'un reel Instagram ou d'une légende ou d'une caption Instagram. Tu vois? Et ensuite, je lui demande de me comparer ça avec les personnes que j'essaie de toucher. En fait, si tu l'utilises bien, c'est ton petit génie qui est sur ta petite épaule ici. Ah ouais, c'est ton toit exposant IA. J'ai mon super assistant qui incroyable. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que et c'est pour ça que ça s'arrêtera jamais, parce que c'est super qualitatif quand tu l'utilises bien. C'est super rapide et quand tu regardes, c'est pas très cher. Hein. Tu prends la version payante, c'est $20 par mois. Oui, c'est vrai. Moi, je prends $20 par mois chez GPT et je prends $20 par mois Gemini et j'ai $9. Donc en fait, pour 50 € par mois, et ça c'est déjà beaucoup. Pour 50 € par mois, tu as accès à la connaissance. Alors que pour quelqu'un qui se dit, ouais, ok, moi j'ai envie de commencer, je prends le chat GPT ou je prends le Gemini? Je suis chez Google, voilà, je prends quoi? Alors là, mon conseil, si tu n'en prends qu'un, prends ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le plus performant pour tous les cas d'usage, mais c'est globalement le plus performant et c'est celui qui aujourd'hui est le plus multimodal de façon gratuite ou pour $20, quoi. Magnifique. Tu peux aussi faire des custom GPT avec une version payante. Donc voilà, je te conseillerais. Mais si tu vas vraiment beaucoup plus loin, notamment dans tout ce qui est analyse documentaire, tout ce qui est analytique, ben voilà, ChatGPT, il va retenir 90 000 mots. 90 000 mots, c'est déjà un beau roman. Attention, hein, tu peux déjà faire, t'as déjà un livre gros comme ça avec 90 000 mots. Hein. Mais voilà, tu mets des recherches scientifiques ou des choses comme ça, ben il va vite. Il va vite bloquer. Et dans ce cas-là, tu as intérêt à prendre un Gemini. Tu vois, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute là et qui se dit, c'est top ça, mais je vais devenir un geek en fait. Parce que tu me parles, j'ai envie de faire une seule chose, boum, c'est me mettre là-dessus. Hein. Exactement. Ouais. Donc je vais devoir me dire, ok, reste calme, dédie 1 heure par jour sur ton chat. Sinon, moi, tu me laisses dessus avec mon comportement d'addict et je veux tout connaître. Hein. Mais moi, j'ai passé des nuits au départ, hein, j'arrivais pas à m'arrêter. Hein. Non, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Je te comprends à 250%. Non, parce que moi, au fur et à mesure, mais tu vois, alors, je connaissais l'intelligence artificielle parce que j'avais une start-up dans la data qui utilisait l'intelligence artificielle et le machine learning classique. Donc ça, je savais ce que c'est. Enfin, tu vois, j'ai toujours été, je savais ce que c'était le machine learning et l'intelligence artificielle. Mais quand j'ai vu ça, directement, je me suis dit, mais ça. C'est un truc. C'est quand ça? Là, on est quand là? Il y a combien de temps là? Là, c'était début 2022. Enfin, c'était en 2022. En 2022, tu voyais déjà l'opportunité. Alors, il faut savoir que
ce n'est pas en 2022 que ça a été Pourquoi créé. elle m'a pas appelé, Gaëlle? Pourquoi tu m'as pas appelé en 2022? Franchement. Bon, tu vois l'opportunité en 2022, tu dis ça, c'est un truc de fou. Ah oui, tout à fait. Mais non. Ah ben, Non, je te crois pas. believe me or not, mais c'est la vérité. J'ai vu ça. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit ça va transformer tout. Mais tu vois, tu m'énerves. Tout. Quand tu as ça dans ta tête, tu prends ton téléphone, J'appelle tu Junior. fais Junior. Ça va transformer. C'est vrai. C'est ça que je vous dis, en fait. T'as besoin de gars comme ça qui voient un truc que toi, t'as pas vu. Ah oui, non, mais c'est clair. Et encore. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais tout le monde doit savoir, quoi. Il faut l'utiliser correctement. Pourquoi t'étais au Peps Café spécial femme? Ah Quand il y non. avait Julie Taton, ma comptable. Ah tout oui, ça. T'étais là? Oui, j'étais Mais là. pourquoi t'étais pas devant, toi? Ah, mais la prochaine Mais fois, tu m'as nous appelé, ça. mais tu nous aurais scotché, moi, avec ce truc-là. Non, mais il faut vraiment tout. Il y a. Oui, les gens qui savent utiliser correctement ces intelligences. Et je te dis, il faut pas savoir le grand avantage aujourd'hui, c'est que tu ne dois pas être aujourd'hui pour savoir faire plein de choses. Tu ne dois pas, comme il y a 2 ans, être un mathématicien, un statisticien. Évidemment, c'est toujours mieux quand tu as une notion un peu plus importante. Mais je veux dire, déjà, n'importe qui, je te dis aujourd'hui, peut faire ça. Mais il y a des risques. Il faut connaître ces risques. Parce que quand tu les connais, eh bien, dans ce cas-là, tu sais à quoi faire attention, comment les éviter, faire ça de façon beaucoup plus intelligente et il y a un nouveau concrète. métier qui existe depuis 2022, c'est prompteur. Oui. Mais ça, tu vois, moi, dans ma méthodologie, j'apprends ça. Tout le monde peut être prompteur, hein. Tout le monde. Ah oui? Mais oui, parce que c'est ce que je t'explique. Tu dois être littéraire, poser les bonnes questions, en fait, à l'intelligence artificielle. C'est ça, prompteur. Oui, c'est ça. Voilà. C'est poser les bonnes questions. Mais moi, il y en a plein qui disent qu'ils sont prompteurs, mais c'est pas ça l'important. C'est de comprendre comment ces machines fonctionnent et de se dire exactement l'exemple que je t'ai donné quand tu dois donner une conférence sur l'intelligence artificielle dans le milieu manufacturing. Moi, si je sais bien prompter, je pense, mais je pose la question, j'aurais quand même une question générique. Exact. Non, ce qui est important, c'est de se dire, et ça c'est l'humain, c'est OK, où est-ce que je trouve la source? Où est-ce que je trouve les sources? Quels sont les challenges aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Et c'est de donner de la société, et c'est d'abord aller chercher et les soumettre à une intelligence artificielle. Enfin, tu vois, c'est aussi tout ce processus d'idéation, d'analyse, et c'est là aussi où les écoles ont des choses à faire, parce que avoir ce suivi analytique, apprendre à tous nos enfants, à tous les jeunes, mais comment tu réfléchis, c'est quoi un processus d'idéation? C'est ça aussi qui va faire la différence entre les bons et les médiocres, quoi. Entre ceux qui l'utilisent de façon médiocre et ceux qui les utilisent de façon bien. J'ai réussi à faire taire Junior. Oui. Oui. Là, mais t'imagines les possibilités que tu ouvres. Moi, tu es en train de me parler, je suis en train de me dire, mais. Je le vois. Mais les gens, quand je leur parle, ils me disent, mais on n'avait pas compris ça comme ça. Je dis non, parce que toutes ces sociétés, et je sais de quoi je parle, c'est du marketing. Et elles te marketent, donc elles font croire quelque part que ce sont des machines intelligentes, où tu as juste qu'à leur poser qu'une question. Attention, ce sont des machines intelligentes, mais tu dois juste leur poser une question, que c'est facile, que c'est tchac tchac tchac. Oui, dans une certaine mesure, oui. Elles te font croire que c'est des connaissances incroyables, oui. Mais tu dois savoir les utiliser, tu dois savoir comment. C'est ça que personne ne t'apprend aujourd'hui. Enfin, ce que humblement j'essaye à mon niveau d'apprendre, c'est comment tu intègres ça pour toi. Comment est-ce que toi, tu peux amplifier tes compétences, amplifier tes connaissances en utilisant correctement ces intelligences artificielles. Et forcément, tu gagnes du temps. Et quand je te dis 10 heures, moi, j'en gagne plus. Mais non, puisque tu restes dessus à parler à ton meilleur ami qui s'appelle ChatGPT, tu restes dessus, donc c'est addictif. Toi et moi, on a un comportement d'addict. Oui, c'est addictif. Moi, tu me parles, je me dis, purée, combien de temps il me reste dans la journée? Moi, j'ai envie de rester dessus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, tout le monde n'aura pas ça. Non, tout le monde n'aura pas ça. Mais c'est pour ça que, tu vois, dans ma méthodologie, il y a aussi des workbooks où la personne, des workbooks, donc des fichiers de travail, si tu veux, où la personne doit petit à petit se dire, OK, mais moi, en fait, j'en aurais besoin. Pourquoi? Dans le cadre, parce que moi, je peux dire pour moi, pourquoi c'est fantastique. Dis pour toi pourquoi c'est fantastique. Mais mes cas d'usage, ce sera certainement pas les mêmes que les tiens.
Moi, tu vois, par exemple, je rédige beaucoup de contenu, Oui. je rédige du LinkedIn, Oui, du Instagram, vrai. j'ai une newsletter toutes les semaines. Vrai. Euh, Ah oui, c'est clair. donc là, je ne pourrais pas faire tout ça, mais je ne pourrais pas faire tout ça si j'avais mes assistants d'intelligence artificielle que j'avais travaillé. Hein. Est-ce que tu peux le faire travailler sans que tu sois devant? Donc, par exemple, lundi, j'aurais besoin que tu me sortes ça. Mardi, j'aurais besoin de... Non, pas encore, je pense. T'imagines? Non. Donc, pour la semaine prochaine, Mais- lundi, j'aurais besoin de ceci. Alors, les génératifs, pas. Mais bon, avec l'intelligence artificielle, ça, tu sais le faire, par contre, le classique. Mais dans les génératives... Là, ça serait vraiment un assistant. Là, Ouais, ça en tout cas, peut-être au niveau plus entreprise, quand tu intègres ça, tu as derrière des systèmes d'automatisation que tu peux Voilà, faire qui ne sont ok. pas du génératif, mais que tu Ok. peux, tu vois, parce que j'ai aussi un business de consultante où j'aide les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle générative dans leur Ah oui, dans leur tu système es experte en transformation digital et intelligence artificielle. Et là, Et, on intègre ce type de modèle, évidemment, mais de façon plus structurelle sur leur infrastructure IT, de sorte à ce que les collaborateurs ne doivent pas aller sur ChatGPT. Donc, il y a des processus d'automatisation qui se font, mais ça, c'est pas... Donc, nous, et mon cours et ma méthodologie à notre niveau, c'est vraiment pour les gens ton cours, qui c'est ne un cours sont en pas... ligne? C'est 100% en ligne. 100% en ligne. Donc, Donc, tu le fais quand tu as envie. Gaëlle, comment on peut avoir ton cours? Hein, vas-y, vas-y. Alors- Attends, où tu regardes ici? Voilà. Non mais, attends. Déjà, je vais lui prendre son cours comme ça, tu sais. Mais Gaëlle, dis-nous un peu en regardant par là. Comment on Alors, tu fait? vas sur mon site internet, donc On te mettra le lien, on te mettra le lien. ouais, c'est generativebooster.com et là en fait tu as un lien vers le cours et si tu le veux alors je peux donner un pourcentage à toutes les personnes qui via toi auront sur le cours et si tu es intéressé tu t'inscris et tu verras que tu as une possibilité de mettre un coupon et tu mets PEPS PEPS, P-E-B-S. et je t'offre 50% de réduction. Bon, si tu le fais pas, de toute façon, moi je le ferai et je serai avant toi en intelligence artificielle. Donc Gaëlle, c'est en ligne, tu t'inscris, tu payes, tu as accès à une plateforme où Voilà. il y a... Automatiquement, tu reçois un mail qui te demande donc de créer tes credentials, donc ton mail, ton nom, Ouais. tu reçois ton mot de passe, Ouais. et puis après tu y vas, tu le fais quand tu veux. Moi, C'est il y a chaque fois classe. des vidéos, il y a 6 modules, il y a plusieurs leçons par module, Mhm. et il y a pas mal d'exercices que je te montre, de démos que je te fais, Nice. et puis alors il y a des workbooks où tu peux toi-même alors Magnifique. faire des choses. Donc maintenant, pour quelqu'un qui regarde, moi je me dirais, mais cette dame, elle est aussi fou que ce mec. Moi, je veux voir à quoi ça ressemble une journée normale pour Gaël. À quelle heure tu te lèves raconte-nous un peu ta routine. Voilà, parce que je pense que il y en a qui veulent savoir. D'accord. Bon, alors moi, je suis une matinale. Hein. Donc, je suis une lève-tôt et On est deux. et plutôt une couche-tôt. Donc, je suis très efficace le matin. Ah, tu te couches tôt? Ouais. Ok, vas-y. Ouais. Moi, à 5 heures du matin, je suis debout. On a perdu la moitié de l'audience. Mais c'est même, mais même quand j'étais étudiante, moi, et alors, mais c'est vrai qu'alors je me lève, voilà, 5 heures, mais je mets même pas de réveil, hein, je suis debout. 5 heures. Voilà. Alors. Oui, mais à 5 heures, t'as été dormir à 10 heures. Oui. Ah oui, ok. Oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 à 22 heures, tu dois plus me demander de faire des réflexions philosophiques sur. Je suis plus là. Hein. Ok. Ah non, j'ai besoin de dormir. T'as quand même ton 7 heures de sommeil. Ouais, j'ai besoin de dormir. Ok. Ou alors souvent c'est plutôt 6 parce que ça. Mais il me faut idéalement il me faut Ok. 7 heures. Ah, Boum, t'es réveillé 5 heures. 5 heures. Alors soit je commence à travailler, soit je vais à la salle de sport parce que je suis toujours la première à la salle de sport. Entre ton lit et aller travailler, ça prend combien de temps? Un café. Non. Là, je travaille beaucoup de chez moi. Donc, boum, t'es levé. Ah oui, café, t'es devant. Ah oui, parce que je me lève et j'ai un cerveau. Mon cerveau, alors à ce moment-là, boum. Donc je vais et je suis super productive. Incroyable. Ok, donc super tu connais productive. tes heures où tu es la plus productive. Ouais, ça c'est le matin.
On est Ouais, quoi? On est deux. C'est le matin. Et donc là, je commence à travailler. Je travaille je travaille alors vraiment sur des dossiers, des choses que je dois faire. Ok. Moi, je lis pas mes mails avant Bravo. 8 heures du matin. Jamais. Parce que sinon, c'est disruptif. Enfin, sinon, Bravo. Ah, quand tu travailles là à 5 heures du matin sur ce que tu dois faire, ton téléphone, il est en off, notification, tu reçois ou tu reçois pas? Alors, par tu défaut, checkes ou tu checkes pas? Non, par défaut, j'ai désactivé depuis des années déjà toutes les notifications. Je n'ai aucune notification. C'est moi qui décide quand je vais regarder mes mails. C'est moi qui décide quand je vais checker mon LinkedIn, quand je vais checker mon Facebook. Je fais ça tout de suite. Dès qu'on termine, je vais faire la même chose que toi. Parce que sinon, en fait, moi, je suis très focus. Ce qui fait que j'arrive à faire beaucoup de choses, c'est parce que je suis focus. Et donc, ok, pendant ces 3 heures-là, je fais ces 3 heures-là, et je veux pas, et je veux pas avoir des pop-up. Et parfois, j'ai des collègues quand je suis, et alors, on est même dans des Teams ou des, et alors, je vois leur pop-up, et je lui dis, maintenant, tu le désactives parce que moi, j'arrive même plus à me concentrer, quoi. Masterclass. Non, mais déjà, confidentialité, bravo, tu as tous ces pop-up, tu les vois quand ils partagent son écran ou elle partage son écran, et là tu te dis, super la confidentialité, la sécurité, et puis ça dit, enfin. Donc toi c'est deep work. Et puis j'entends des gens, deep work, et j'entends des gens, alors je vois que ça sonne. Moi je me dis, mais comment ils peuvent se concentrer sur quelque chose quand t'as tout qui sonne tout le temps? Oui. Donc moi non. Et pourquoi? Parce que quand j'ai décidé que j'allais voir mes mails, ça veut dire que je m'accorde le temps pour faire ces mails, pour répondre si je dois répondre, pour classifier, pour faire les trucs. Donc je travaille beaucoup en batch, comme on dit. C'est-à-dire que, tu vois, je fais tout mon contenu en une matinée. Mon contenu de la semaine, c'est en une matinée. Quand je travaille sur ça, voilà, tu vois, je fais en batch. Comme ça, je suis dans le mood. Je dois pas chaque fois me remettre pendant 20 minutes. Et magnifique. Puis, quand est-ce que tu switch off? Parce que tu dis, je dors à 22 heures. Mais est-ce que de 20h à 22h, tu te dis oh, ou non, tu es dessus quand même et à 22h, tu vas dormir? Tu switches pas off? Si, le soir, généralement, je switch off. Soit je regarde un bon film. Et quand tu as le film, ton téléphone, tu l'as? Uniquement pour le téléphone, alors. Ou, attention, hein, je suis humaine aussi, hein, oui. Quand tout d'un coup, je veux voir un peu… Oui. Mais alors, c'est devant le film, ou voilà, c'est pour des… Alors, c'est quand des choses où… Mais même, je me suis déjà fait avoir comme ça. Parce qu'il suffit alors, à certains moments, tu dis, bon, tiens, je vais aller voir. Et puis là, tu vois un message qui t'embête. Et t'es dedans. Et t'es dedans. Ou alors après, tu dors mal parce que t'as vu un truc qui te plaisait pas. Bon, voilà, évidemment, on est tous humains. Donc, moi aussi, je le fais. Mais et à chaque fois que je l'ai fait, et qu'après, pour une autre raison, ça ne m'a pas plu ce que j'ai vu, après, je me dis, tu vois, hein, t'aurais pas dû aller voir, pas dû faire ce truc, et puis demain, t'aurais eu la tête plus froide. Mais donc voilà, je suis très structurée comme ça, et puis je fais beaucoup de sport. Ça, c'est ce qui me permet d'avoir l'énergie. Quand? Donc, 5h, 8h. 8h, tu checkes tes mails? Non, pas toujours, parce que mon club de sport ouvre à 6h30 la semaine et 7h30 le week-end. Et j'ai une coach sportive qui vient 2 fois par semaine chez moi. Elle vient le mardi à 7h du matin et le vendredi à 7h du matin. Classe. Et donc, tu es obligé de faire ton sport. Même quand tu n'as pas envie. Elle arrive, elle débarque. Même quand tu n'as pas envie. Et elle m'a dit, mais avant 7h du matin, je ne me déplace pas. Je lui ai dit, non, mais 7h du matin, ça va déjà être bien. Donc comme ça, moi, j'ai le temps de faire des choses avant. Et à 7h, elle arrive. Masterclass. Et là, après, et je le sens, hein, parce que là, j'ai été pendant 2-3 semaines, j'étais à l'étranger et j'ai moins fait de sport. Je suis rentrée et je sens alors que… C'est un peu plus difficile, hein? Ouais, c'est plus difficile. Oui. Je commence à avoir mal partout. Oui. Et là, je me dis, il faut que j'y aille. Et quand j'y vais… Ça remonte, hein? Le seuil de dopamine. Et après le sport, tu es fier de toi. Après le sport, tu es fier parce que tu l'as fait. Ah oui, tout à fait. Et directement, même si alors, quand j'ai plus fait depuis 2 ou 3 semaines… T'as des courbatures. J'ai des courbatures. Eh ben, je préfère avoir ces courbatures-là parce que tu te dis, OK. Et ça veut dire qu'il faut aller vraiment… Bon, l'équipe PEPS, je pense que Gaël va venir vous parler parce que voilà, il faut que tout le monde entende ça. Qu'est-ce que tu dis j'ai un patient, je lui ai demandé un autographe parce que c'est incroyable ce mec. Il vient toujours, donc le fils est sur le fauteuil, le papa vient, il a toujours un livre. Toujours. Et puis un jour, je lui demande, vous avez un smartphone? Non. Ah oui. Et puis il me sort un téléphone qui ressemblait au Nokia 3210. Je vois très bien. Et je lui dis, mais comment vous faites? Simple. Si j'ai besoin de regarder un truc sur Internet, j'ai mon ordinateur. Oui. Je dis, mais si vous êtes dehors, vous devez chercher votre chemin. J'ai ma femme. Mais lui,
Zéro. Oui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors, moi, je suis pour la liberté de chacun et Respect quand même. je trouve ça admirable. Oui. Incroyable. Tu sais, par exemple, Amélie Nothomb, Oui. l'autrice belge, elle n'a même pas de mail. Et je l'ai vue sur Instagram. Entendu? Et elle dit non. Elle écrit également. Je ne suis pas sûre, mais je pense même qu'elle n'a pas d'ordinateur. Je suis plus tout à fait sûre de ça. Mais en tout cas, elle n'a pas de mail. Et je pense vraiment que même ses livres, elle les écrit sur une machine. Tu sais, une machine. No way. Amélie, dis-nous si c'est vrai, s'il te plaît. Écoute, mais je trouve ça admirable et elle l'assume à fond. Et moi, je trouve que chaque être humain, il fait ses choix. Il assume ses choix et puis je trouve ça fantastique s'ils sont heureux comme ça, ils font de mal à personne. Et ils font de mal à merci. Là, je suis d'accord avec toi. Et puis si eux ils sont heureux comme ça. Et quand tu parles à ce mec-là, il est présent, mais présent comme on était présent avant. Hein. Exactement. Oui. Tu sais, moi j'ai encore eu le cas cette semaine où j'étais en rendez-vous professionnel et avec des collègues, on était chez un prospect, un gros prospect. Un gros acteur industriel, vraiment un gros prospect. Et à un certain moment, je présentais ma partie et il y avait notamment 2 autres personnes qui étaient sur leur téléphone. Et moi, je trouve ça notre donne. Et ce que j'ai déjà eu des personnes qui ont demandé à me voir pour faire des collaborations avec moi. Ils m'invitaient à déjeuner, ils sont sur leur téléphone. Jamais moi je collabore avec des gens comme ça. Ah. Directement, tu te dis? Ils me demandent de faire quelque chose avec eux. Oui. Et tu parles et ils sont régulièrement comme ça. Voilà, je pense que Oui. je préfère travailler avec des gens qui sont à ce moment-là présents. Exact. Et moi, attention, je suis hyper connectée. Mais si on a un rendez-vous, t'es là. Il est là. Et je parle avec la personne. Et ça, c'est aussi, je trouve, et certainement, si j'invite quelqu'un à déjeuner pour faire du business avec cette personne, soit ça m'est déjà arrivé, si vraiment j'attends un coup de fil, ou par exemple, je sais que l'un de mes fils, parce qu'à la limite, c'est les seuls pour lesquels je donne alors une priorité, tu vois, et je dis voilà, un de mes fils est susceptible de m'appeler, s'il sonne, c'est que pour ça, et je me permettrai. Mais je préviens la personne avant alors. Bien. Et si les autres personnes m'appellent, franchement, je suis pas la présidente des États-Unis, donc je pense que on n'a pas besoin de moi à. D'ailleurs, moi, quand quelqu'un tout d'un coup ça sonne, je dis toujours Mr. ou Mrs. President. Si par exemple je faisais ça, tu sais qu'on doit se voir, je te dis viens, on va marcher, tu laisses ton téléphone ici. Oui. Tu sais vivre avec. Ah oui. Attends, c'est pas fini. Toute une journée. Tu sais que pendant 24 heures, ton téléphone n'est pas là. Tu survis? Oui. Et d'ailleurs, c'est un de mes objectifs, c'est d'avoir 1 jour par semaine digital off. Je suis pas encore arrivée, Junior. Je suis pas encore arrivée. Mais ça fait du bien. Tu as déjà fait. Oui, tu l'as laissé, tu es parti et tu dis. Ça fait un bien fou. Exact. Ouais. Mais je vais déjà enlever les notifications. Là, tu m'as fait mon Oui, dimanche. parce que tu es maître de toi. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en 2010. Depuis 2010, j'ai enlevé toutes les notifications parce qu'à ce moment-là, j'étais directrice du recrutement chez L'Oréal. Et forcément, dans des boîtes pareilles, on a toujours beaucoup de mails parce qu'on est en CC, voilà. Ils ont été copiés de partout. Et moi, à ce moment-là, évidemment, j'étais beaucoup en réunion parce que je voyais des candidats ou des candidates. Mais évidemment, quand je vois des candidats ou des candidates, je ne lis pas mes mails et je ne réponds pas à mon téléphone parce qu'il faut quand même, pour les raisons qu'on vient de dire, il faut écouter. Et donc, disons que je voyais les mails à 8 heures, je revoyais les mails à midi moins quart avant d'aller déjeuner. Eh bien, j'avais remarqué que sur les 50 mails, je dis il y a un chiffre, les 50 mails que j'avais reçus, il y en avait 40 qui avaient été auto-résolus. Par les gens. Parce que comme il y avait 10 personnes, alors en fait, quand tu vois les 50 mails et puis tu vois tous les échanges, tu n'as plus rien à faire. Tu as déjà 40 mails. C'est pour ça que je te disais au début, la grande majorité des mails, tu ne dois pas y répondre. Alors que si tu étais rentré dedans dès le début, tu étais dans la loupe. Tu étais dans la loupe. Là, autorésolution de problème. Parfait.
Et tu en as 10 auxquels tu dois répondre, et voilà, et tu réponds. Donc, et là, je me suis rendu compte, quand j'ai eu ça pendant quelques jours, je me suis dit, ah, ok. Et une fois, l'assistante du directeur des ressources humaines, qui était également mon assistante, une fois, en 3 ans, elle a frappé à ma porte en disant, Gaëlle, on a besoin de toi. Donc, vraiment, quand on a besoin de toi, eh bien, on sait où venir te chercher. Bravo. Et comme je te dis, je pense qu'il faut que, voilà, on n'a pas besoin de moi. Enfin, je pense que heureusement, beaucoup de choses peuvent se régler. Bien. Et donc et donc je me suis dit, okay, je gère mon temps. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi plutôt la voie de la consultance. Après, quand j'ai quitté L'Oréal en 2011, où je voulais plus travailler dans des grosses boîtes, parce que pour moi, la valeur fondamentale, c'est la liberté et je gère mon agenda. Waouh, là tu vas parler à tous les entrepreneurs. Personne ne gère mon agenda. Et parfois même, parce que là je collabore avec une société IT où je fais de la consultance, enfin ils m'appellent quand ils ont des projets en intelligence artificielle générative pour faire de la consultance, et parfois ils me disent « Oui mais Gaëlle, donne-nous accès à ton agenda ». Non, je suis désolée. Ça c'est, tu vois, il y a ton patient qui a son Nokia 3210. Voilà, et moi, non. Tu as besoin d'un rendez-vous, je suis désolée, tu m'appelles ou tu m'envoies un mail et je te répondrai, je te donnerai mes disponibilités. Oui, mais non, il y a des choses. Je dis, non, mais là, tu peux le faire à ton niveau, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non. Moi, j'ai choisi. Voilà. Quand tu travailles dans une entreprise, mais ce que tu peux tout à fait faire, et ce que moi je faisais même chez L'Oréal à l'époque, où là on peut te mettre des rendez-vous, je me mettais des rendez-vous avec moi-même, beaucoup. Et je me mets des rendez-vous avec moi-même. Et ça, l'entreprise avec laquelle je collabore, ils me disent, mais ton agenda est toujours rouge, t'es rouge partout, on sait pas te mettre des rendez-vous. Alors, parfois oui, je dis non, mais parce que je mets mes plages de travail. Parce que sinon, tout le monde te met des rendez-vous tout le temps. Et tu travailles quand pour tes dossiers? La nuit? Non, moi la nuit, j'ai besoin de dormir. Incroyable ce que tu me racontes. Je me mets des rendez-vous avec moi. Ça, je travaille sur ce dossier-là. Là, je travaille là-dessus. Ça, c'est les 2 heures, les 3 heures où je génère mon contenu. J'ai entendu, c'est la légende en Belgique, tout le monde sait ça. Gaëlle lit 3 livres en même temps. Tu peux nous expliquer ce truc-là? Je pense pas que ce soit une légende que tout le monde sait ça. Mais en fait, c'est venu assez naturellement. Mais alors, depuis toute petite, j'adore lire. Ma mère, elle m'achetait, je lisais 5 à 6 livres par semaine, même en primaire. C'était de la bibliothèque rose. Mais j'ai toujours adoré lire. J'ai toujours adoré. C'est quoi la bibliothèque rose? Tu vas faire peur aux gens, toi? À l'époque, alors moi j'ai eu 50 ans il y a pas longtemps, mais t'as la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, c'était tous des livres de poche. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Et voilà, enfin moi Non, mais tu sais que quand tu dis rose, il y a des gens qui vont penser à autre chose. Ah non, là c'était vraiment érotique. Ah non. Ah, ok. Non. Pas à cette époque-là. Donc tu lisais oui, depuis que t'es petite. J'ai toujours adoré ça. Et en fait maintenant, c'est devenu assez naturellement depuis quelques années. Je lis 3 livres en même temps, mais pourquoi est-ce que j'arrive, je pense, à faire ça? Parce que c'est 3 formats différents. Et c'est 3 styles différents. Audio. Donc, j'écoute beaucoup d'audio. Moi aussi. Et tout ce qui est audio, là, alors c'est, je parle de livres, je parle pas de podcast. Là, je fais Audible, j'ai Audible. Et là, en fait, moi, ce que j'adore alors, et ce que j'écoute, c'est des autobiographies ou des biographies. Magnifique. Donc, tu vois, Magnifique. Je les ai tous faits, Elon Musk, la vie de... mais aussi la femme, mais non, j'ai oublié, beaucoup d'autobiographies de femmes aussi. Enfin bon, voilà, toutes des gens qui ont fait des choses ou qui font des choses. Donc ça, c'est beaucoup des autobiographies. J'ai une Kindle depuis une dizaine d'années. T'as le temps? Ah, une Kindle, hein? Oui, tu vois la Kindle. Donc quand tu lis pas là-dessus. Jamais. Oui, t'as raison. Non, moi je peux pas. Tu reçois. Ah, mais non, toi tu reçois pas de notification. Moi je lis. Notification. Ah oui. Ouais. Ah non. Okay. Je bloque aussi quand ils me demandent de m'envoyer. Je bloque toujours toutes les notifications. Mais donc non. Audible, Kindle. Et là, c'est souvent tout ce qui est livre plutôt business. Tout ce qui est livre business, ça arrive qu'il y ait des romans, mais c'est plutôt business. Et alors, par contre, j'aime bien un livre papier pour les romans policiers. Mais ton truc Kindle, tu peux pas prendre des notes. Moi, j'adore prendre des notes. Ah, mais si je peux prendre des notes. Où tu prends des notes? Tu prends des notes. Tu as sur ta Kindle, tu peux prendre des notes. Oui, mais tu prends pas des notes écrites avec ta main. Ah non, là tu prends pas des notes. Moi, c'est pour ça que j'ai une remarkable. Ah oui. J'écris. Oui, non, non, ça effectivement, t'as pas de notes. Énorme. Donc tu sais switcher. Boum, t'es en train de lire un livre business, et puis le soir, boum, tu ouvres un livre, un roman,
Et puis, oui, tu sais faire ça? Mais je sais faire ça je pense que je sais faire ça parce que déjà c'est pas le même format et puis surtout c'est quand tu passes d'un livre business à un roman policier, je n'arriverais pas, je pense, à le faire je pourrais pas lire 3 romans policiers en même temps. Parce que là, je pense que. Oui, là, tu vas péter. J'aurais plus qui a tué qui. Mais tu sais, moi, si j'écoute ce truc et que je suis cadre ou j'ai été cadre, je veux dire, cette fille, bien, elle parle bien de gérer son temps, mais il a dit au début du podcast qu'elle était forte au golf. Au golf, il faut du temps. Donc, comment elle a fait pour être forte au golf? Où elle a trouvé le temps? Mais c'est parce que j'ai 50 ans et je joue au golf depuis plus de 40 ans. Ah, bon. Donc, bon. J'ai commencé très jeune. J'avais un très bel handicap très jeune et donc c'est vrai que maintenant je joue beaucoup moins. Et puis alors aussi j'adore le golf. Enfin, c'est vraiment mon sport. Ah, alors là. Mais je vois quand il y a des gens qui découvrent ce sport, ils s'y mettent, ils veulent gagner des compètes. Moi, honnêtement, j'en ai beaucoup gagné. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des voyages et tout. Enfin, moi, j'aime bien maintenant le golf. Je n'ai plus besoin de gagner des compètes. J'ai besoin de, je joue au golf parce que je veux améliorer mon swing, parce que je veux améliorer mes résultats et parce que je veux passer un bon moment. Un bon moment, surtout. J'ai plus cette, peut-être quand j'ai quand même encore un jour, j'aimerais bien rejouer dans la catégorie senior femme et là, mais bon. T'aimes quand même bien la compétition. J'aime quand même bien la compétition. J'aime bien la phrase, à 15 ans, tu rêvais de travailler, d'être la meilleure et d'avoir plein d'amants. Oui. J'adore parce que c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu peux nous expliquer? Mais en fait, bon voilà, comme tu l'as dit, moi, comme tu sais, j'ai 50 ans, donc quand j'avais 15 ans ou quand j'étais adolescente, il y avait quand même encore beaucoup autour de moi. Ah, mais oui, il faut bien se marier, il faut se marier, etc. Et moi, je ne sais pas, c'est un concept qui ne m'a jamais attirée. Et moi, ce que je voulais, c'était créer un empire. Bon, je l'ai pas encore créé, mais enfin, mais je voulais vraiment. Et je me souviens, je sais plus un jour ce que mes parents avaient dit. J'ai dit non, moi, ce que je veux, c'est travailler, monter, avoir ma boîte, créer un empire. Et j'aurais que des amants. Parce que pour moi, ma volonté n'a jamais été de me marier. C'était pas mon but dans la vie. Comment tu expliquerais à quelqu'un cette niaque, motivation, compétitivité? Est-ce que dans ta vie, il y a eu un moment dur ou pas dur qui a justement développé ce truc chez toi? Tu sais, si tu prends toutes les stars, je vais parler du sport. Elles ont toutes eu un parcours qui était difficile au début. Oui. Il y a quelque chose, ils ont été discriminés, on les a rejetés, papa est parti, j'ai grandi. Ils ont tous quelque chose qui leur a donné cette niaque. Est-ce que tu as eu ça, toi? Non, moi je pense que j'ai eu une vie assez privilégiée. Enfin, j'avais une famille et toujours d'ailleurs une famille aimante, des parents aimants. Par contre, j'ai toujours vécu dans une famille d'entrepreneurs où les femmes avaient une place importante. Donc en fait, c'est mes grands-parents qui avaient monté une boîte à la sortie de la guerre d'accessoires automobiles. Donc j'ai toujours vu mes grands-parents et ma grand-mère aussi travailler. J'ai toujours vu mes parents travailler. Okay. J'ai vu ce que c'était aussi d'avoir une boîte où j'ai vu mon père ne pas dormir la nuit et être tracassé pendant des semaines, parce que il y a une époque où il y avait 100 personnes qui travaillaient pour eux. Donc donc j'ai vu ça et j'ai toujours entendu mon père dire à ma sœur et moi, il faut être indépendante, jamais dépendre d'un homme. Et ça, je pense que ça joue beaucoup. Et c'est jamais ma maman qui l'a dit. Peut-être qu'elle l'a dit, mais peut-être que ça résonnait moins en moi. Je n'oserais pas le dire. Mais mon papa, j'ai toujours eu un disant, vous devez être indépendante. Et d'ailleurs, c'est comique parce que moi, j'ai 2 fils, donc 16 et 19 ans. Oui. Et mon plus jeune avait 4 ans et ne me demande pas pourquoi. On était en voiture, ils étaient encore donc dans un siège. Et t'as mon Guillaume qui dit oh ben moi maman, il y a jamais aucune femme qui voudra se marier avec moi. Et moi je me souviens, j'étais au volant et je dis comment ça? Mais non, elles vont toutes être folles de toi. Et puis je ne sais pas pourquoi c'est sorti tout seul. Je dis écoutez, moi vous tombez amoureux et vous ramenez qui vous voulez. Les yeux, la couleur des yeux, de la peau, homme, femme. Je dis moi, je m'en fous. Vous devez être heureux. La seule chose, vous prenez quelqu'un d'indépendant.
quelqu'un qui, tu vois, qui a des projets, je ne sais pas pourquoi c'est sorti tout seul. Donc je pense qu'il doit y avoir une lignée. Ah oui, avec papa. Et d'ailleurs, ils s'en souviennent parce qu'ils me disent toujours, ah oui, on le sait, hein, mais quelqu'un qui est indépendant. Hein. Je dis, bah ouais, il faut avoir des gens. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant d'avoir des gens qui ont, oui, c'est clair, qui ont une histoire à raconter, qui ont, indépendamment de l'histoire, enfin, veut dire qui ont des projets, qui ont envie de faire des choses. Et c'est pas pour ça qu'ils doivent être comme toi et moi très très expansifs, hein, parce que tu as des gens qui ont beaucoup de choses, qui ont beaucoup de projets et qui sont moins qui sont plus introvertis. Oui. C'est loin de là le cap, c'est loin de là qu'ils ne soient pas entreprenants. Mais voilà, donc, mais non, mais je n'ai jamais eu moi, j'ai toujours dû me battre, évidemment, mais on doit tous se battre. Mais je n'ai jamais eu... Mais où tu as dû te battre? Bon, oui, tu peux me dire que dans un environnement comme le tien, parfois, être femme, tu dois montrer que tu es plus compétente que l'homme. Il y a des environnements comme ça. Ah oui, alors tu vois, par exemple, moi j'ai toujours été en maths fortes en humanité, et je sais que c'est moi qui voulais les maths fortes. Mais on m'a toujours dit, ben non, t'es pas capable de faire les maths fortes. Voilà. Tu vois, on y arrive. Et jamais on me demandait. Mais c'était pas quelque chose qui m'a semblé. Mais je disais, ben non, moi je veux les maths fortes parce que moi je veux faire ingénieur commercial, parce que moi, d'abord, je voulais reprendre la boîte de mes parents, et je m'étais toujours dit, je reprendrai jamais la boîte de mes parents en sortant de l'école. Je sors de l'école, je vais faire mes classes ailleurs, et puis je reprends la boîte. Qu'est-ce que tu dirais si je disais que si je te vois dans un groupe de femmes, t'es un peu garçon manqué? T'as ce côté leader. Tu le dis toi-même. Moi, je me positionne pas comme manager, je me positionne comme leader. Oui. Ouais. C'est quoi la différence? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, c'est intéressant parce que il y a pas longtemps, c'est il y a quelques mois, pour un poste d'administrateur dans un conseil d'administration, j'avais eu des interviews, et il y a une personne qui m'a dit, mais en fait, elle m'a posé la question, cette femme, est-ce que tu te positionnes comme leader ou comme manager? Et j'avais dit, moi je suis leader, parce que leader, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui voit les opportunités. Un manager, pour l'avoir été, je le sais, c'est quelqu'un qui doit avoir des objectifs, bien sûr, mais qui surtout doit gérer des gens. Plus de 50 à 60% du temps d'un manager, ça doit être gérer son équipe, faire en sorte que l'équipe produise. Et moi, je suis plutôt leader parce que je donne toujours beaucoup d'autonomie aux gens. Quand moi, je vais du principe, attends, on va là, ça c'est l'avenue, ça c'est les milestones qu'on doit atteindre. Tu fais ce qu'il faut. Si tu as un problème, tu viens chez moi, mais sinon tu fais ce qu'il faut. Et donc je sais que je n'ai pas ce côté, allez, on va faire ça ensemble, on va regarder, on va. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Enfin, je sais pas si je suis compréhensible, mais. Si. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont ça, mais moi, c'est plutôt, attends, c'est là. Je sais que c'est là parce qu'il y a ça. Je sais comment faire. Ça, c'est le truc. Ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On se met et on y va. D'où ça vient ça? J'ai une amie qui est comme toi, c'est la même chose. Moi, me demande pas de vous expliquer les trucs là, ça commence à m'ennuyer. Oui, mais il faut faire ça, si, ça, si, ça. Ça vient d'où ça? C'est comment tu as ça? C'est et oui, aussi autre chose. Est-ce que tu aimes qu'on te dise de faire les choses ou t'aimes pas qu'on te donne des ordres? Voilà. De ce côté-là. Oui. Alors j'écoute. T'es une deuxième dans la famille. Première. Waouh. Et souvent, et mon compagnon, il m'a déjà dit à plusieurs reprises, il dit, tu demandes toujours l'avis, mais tu le suis jamais. Et en fait, je dis, mais oui, mais je demande toujours l'avis mais c'est pas parce que tu demandes l'avis de quelqu'un que tu dois suivre son avis. Par contre, effectivement, moi, j'ai besoin d'avoir le point de vue de personnes, pas de tout le monde. Hein. Je sais à qui je demande le point de vue sur tel ou tel point, mais j'aime bien avoir leur point de vue. Et ce point de vue, alors, enrichit ma réflexion, et puis effectivement, je prends ma décision. Mais alors, c'est vrai que souvent, j'ai des réflexions, mais t'as pas suivi tu m'as pas suivi. Je dis, non, c'est pas parce que je te demande ton point de vue que je dois le suivre. Par contre, merci, parce que ça m'a aidé à prendre une autre décision, ou à prendre une décision argumentée et réfléchie. Alors, si je devais te poser une question que j'adore, c'est à quoi ressemble la Gaëlle dans 5 ans? Bon, j'espère qu'elle sera pas trop différente de celle d'aujourd'hui, en fait.
Non, j'espère que ce sera pas. J'espère avoir vraiment pu répandre cette parole sur l'intelligence artificielle générative, parce que je trouve que au niveau éducation, c'est clé pour nos sociétés, que le plus d'humains possible se rendent compte de ce que c'est, savent l'utiliser, et comme tu le disais, donc ne soient pas ignorantes. Donc j'aimerais bien avoir une voix de plus en plus importante là-dedans. Donc effectivement, qu'on me demande de parler, des choses comme ça, d'avoir une voix plus prédominante. Là, j'aimerais bien donner cours. Alors là, il y a peut-être des projets, c'est pas sûr encore, mais voilà. Et ce serait des cours de quoi? Alors, ce serait toujours, en tout cas, ce que je sais faire, c'est tout ce qui est transformation digitale, avec un biais sur tout ce qui est marketing et vente. Moi, ce que je sais faire, c'est le marketing. Et dans le marketing, maintenant, tu as énormément d'intelligence artificielle. L'impact de l'intelligence artificielle générative sur le marketing est énorme. À qui tu donnerais cours? Ce serait quel profil qui prendrait ce cours? Oh, écoute, soit à l'université. Pourquoi pas au niveau humanité, plutôt alors aller pour des sciences d'information, des choses comme ça, pour les professeurs. J'aimerais beaucoup aussi. Et ça, je vais faire prochainement avec l'ICHEC, parce que la rectrice de l'ICHEC, Brigitte Chanoine, qui est une femme aussi exceptionnelle, ça c'est aussi quelqu'un à interviewer, à inviter pour toi. Elle a aussi, je trouve, une vision, et elle a décrété que maintenant, 2024-2025, c'était à l'ICHEC l'année de l'intelligence artificielle. Et et le 9 septembre, là, donc, je suis dans un panel uniquement pour le corps professoral de l'ICHEC. Et il se pose beaucoup de questions que je trouve très intelligentes, en disant, est-ce qu'on doit encore faire un mémoire de fin d'études? Est-ce qu'on doit changer un petit peu le concept? Donc ils sont vraiment dans cette optique-là. Donc voilà, avoir un peu plus d'impact aussi sur le côté éducation, formation, ça c'est quelque chose qui me plairait. Je vais te mettre en contact avec les LJE. Ah, les jeunes entrepreneurs. Ah oui. Le 16 septembre, je vais parler à 500 jeunes. Parce qu'ils commencent leur projet. Je pense qu'un de tes fils avait participé au LJE, ou il n'avait pas fait... Lui, il avait fait les mini-entreprises. Les mini-entreprises. Et ton profil, je te vois bien devant 500 jeunes en leur disant justement, les gars, vous devez vous former là-dessus. Ah oui. Donc c'est toi qu'on devrait inviter. Donc moi, tu sais, je sais déjà à qui je vais te présenter. Et il n'y a que ça de vrai. C'est plus qu'est-ce que tu as, c'est qui tu connais. Oui. Et moi, je dirais... Qui te connaît? Ouh, punchline. Parce que moi, je connais beaucoup de monde. Je connais le président des États-Unis, mais lui, il me connaît pas. Donc, bravo. Moi, souvent, les gens qui me disent... Qui te connaît? Le plus important, c'est pas qui toi tu connais, c'est qui te connaît toi. Mais tu vois, ce qui est bien avec cette heure et demie qu'on a passée ensemble, c'est tu as ouvert des champs de possibilités sur ce que je fais. Je me suis dit, mais c'est clair que j'aurais besoin de ça. C'est clair que je gagnerais du temps. C'est clair que je serai beaucoup plus impactful lorsque je vais devant une audience, parce que je sais maintenant quels sont les problèmes dans le monde et pas juste ici en Belgique. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de gagner des années. Oui. Pourquoi on est toujours en retard par rapport aux États-Unis? Et avec ce que tu viens de me dire ici, et tu me dis, j'ai découvert en 2022, je me suis dit, ça c'est le truc. Je suis fâché sur toi parce que tu m'as pas appelé. Mais c'est un truc de malade, les possibilités qu'on a au bout des doigts. Et je pense que chaque fois qu'on va me demander de faire un talk ici quelque part, où on me met des jeunes devant moi, je pense que je vais chaque fois t'appeler en fait. On peut le faire ensemble. Hein. Je pense qu'ils vont se dire la même chose. Donc Gaëlle, si tu devais dire un dernier mot à des gens qui te voient et que tu pouvais les motiver, peu importe leur âge, tu peux me parler des ados, des adultes, des femmes, des hommes, on s'en fout. Mais si tu devais dire un truc de motivation pour eux, tu dirais quoi? Voilà, c'est ton... Eh bien, écoute, moi, c'est comique parce que je te dis, mes parents, ils avaient une entreprise. Hein, et un jour, il y avait un fournisseur qui était là et il avait un business et je trouvais ça fantastique. Et je lui avais dit, mais comment est-ce que vous faites pour trouver ces idées? Et il m'avait répondu, et encore maintenant, ça fait 40 ans et je m'en souviens toujours, tu dois garder un œil ouvert sur tout le temps. La moindre chose que tu vois peut être une opportunité. Et c'est toi qui, en fonction de la façon dont tu réfléchis, en fera une opportunité ou pas. Et je pense que c'est ça, il faut avoir l'œil ouvert.
Il faut pas être, comme on dit, le téléphone c'est bien, mais ouvrez vos yeux, quoi. Ouais. C'est ça qui fera la différence, je pense, des humains. Ce sont des outils qui sont fantastiques, mais au départ, la personne qui fait en sorte que ces outils sont très bons ou pas bons, c'est toi. Et les idées, c'est toi. Et donc, il faut avoir un œil ouvert. Et moi, je regarde toujours tout partout. La moindre chose... Tu sais que tous les gens de ton niveau, tous les gens successful que je connais, quand je leur dis « Qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est quoi votre passion ?» J'observe. Ah ouais, il faut tout regarder. Incroyable. Tu es la présidente de Women on Board. Oui. C'est quoi ça? Raconte. Alors, c'est en fait c'est une association qui existe depuis 15 ans et on a un pool de 350 femmes qui sont déjà dans des conseils d'administration. Donc en fait, des entreprises, d'une PME, il y a parfois des grosses PME, jusqu'à des grosses sociétés cotées en bourse. Ils ont des conseils d'administration qui sont composés d'actionnaires, mais pas uniquement. Il y a aussi des administrateurs indépendants. Et il y avait encore, jusqu'à il y a quelques années en Belgique, mais il y a encore des grands problèmes de diversité, parce que c'est souvent des hommes d'un certain âge, d'un certain milieu socio-économique, qui sont dans ces types de conseils d'administration. Et donc, nous, on promeut les femmes dans les conseils d'administration avec un pool de femmes qui viennent d'expertises différentes, de secteurs différents, et qui donc sont directement prêtes à reprendre un poste d'administratrice indépendante dans un conseil d'administration. Il y a des hommes qui ont encore des problèmes avec ça? Alors en fait, oui, j'imagine que oui. Mais tu sais, le gros problème de la diversité, en tout cas de genre aujourd'hui, c'est beaucoup de biais inconscients. C'est beaucoup, ils sont pas forcément, qu'ils veulent pas forcément des femmes. C'est qu'en fait, ils vont téléphoner à leurs copains. Et en fait, leurs copains connaissent des hommes qui ont, qui viennent du même milieu socio-économique, qui ont fait les mêmes études, dont les enfants vont ensemble à l'école. Et c'est ça qui crée ce manque de diversité. Donc c'est des biais inconscients. Et donc, nous, chez Women on Board, on leur dit, moi, ce que je dis, on a une nouvelle CEO maintenant qui est super, et je dis, on doit être un des 3 réflexes de tous les présidents de conseils d'administration en Belgique. Bien sûr, ils peuvent aller appeler leur cercle d'amis, c'est logique. Bien sûr, ils peuvent appeler un cabinet de recrutement, parce qu'il y a beaucoup de mandats d'administrateurs qui sont pourvus par des cabinets de recrutement. Mais le 3e réflexe, c'est nous contacter pour qu'on puisse publier leur offre. Tu vois, donc c'est surtout travailler sur le fait qu'il y a d'autres sources potentielles. C'est bien que tu dises ça, que parfois c'est un biais, ils le font pas exprès, parfois c'est bien que tu dises ça. Et c'est l'éducation aussi souvent, tu vois, c'est le fait, quand on voit une ado de 15 ans, on va lui dire « Oh, t'es jolie !» Et au garçon, on va lui dire « est-ce que tu travailles bien à l'école ?» Et moi, ça me choque, je dis « Et la jeune fille, on s'en fout qu'elle soit jolie en fait, mais est-ce qu'elle travaille bien à l'école ?» Bien vu. Tu vois, c'est ce genre de... Et les gens ne le font pas exprès. Oui. Tu vois, c'est pas qu'ils veulent que... Non, c'est tout des biais inconscients. Et en fait, il faut être conscient qu'il y ait beaucoup de biais inconscients pour pouvoir petit à petit les travailler. Parce que je pense que c'est... Tu vois, moi je dis souvent, il y a beaucoup notamment de femmes qui sont très vindicatives. Et moi je leur dis, écoutez, nos grands-mères ont été sur les barricades pour nous. Je dis, on a des droits aujourd'hui. On ne doit plus se battre pour nos droits aujourd'hui. Les droits, on les a. Ce qu'il faut qu'on se batte maintenant, c'est pour que ces droits deviennent quelque part plus réalité et de changer cette mentalité, ce qui n'est pas facile non plus. C'est ces biais inconscients qui font que ils ont des réflexes qu'ils n'avaient pas avant. Et ça ne sert à rien d'être vindicatif, c'est ça que tu veux dire. Je ne pense pas. Ouais. Et nous, avec Women on Board, tu vois, on est vraiment, et moi de façon générale, je dis non, on a besoin des hommes pour arriver à nos objectifs. Parce que ce sont souvent les hommes qui ont encore aujourd'hui dans ce milieu-là beaucoup de connaissances, je veux dire, qui connaissent des gens, donc beaucoup de network. Et même moi, dans ma carrière, très honnêtement, ce sont plus souvent des hommes qui m'ont aidé que des femmes. Et ça aussi, quand on a eu notre assemblée générale Women on Board fin juin, moi j'ai écouté. Ce qui est incroyable, c'est que souvent, ce sont des femmes qui critiquent d'autres femmes. Et il faut qu'on arrête ça. Et moi, j'ai une tolérance zéro. Quand j'entends, par exemple, même chez moi, dans mon privé,
que ce soit mon compagnon ou même mes parents. Oh ben, t'as vu celle-là, tolérance zéro. J'ai dit, mais t'as vu le gars à côté? Pourquoi est-ce que c'est la femme que tu juges et pas l'homme? Et en fait, il est prouvé, c'est une étude de McKinsey qui a prouvé ça, qu'en fait, les femmes subissaient continuellement ce qu'on appelle des micro-agressions. Continuellement, et c'est ce que j'expliquais lors de cette assemblée générale dans mon discours, c'était que, en fait, quand on prend la parole, la première chose qu'on va nous dire, c'est « t'as vu tes cheveux, t'as vu ses chaussures, elle n'était pas maquillée ou elle était trop maquillée. » Vrai. Donc, c'est ce qui s'appelle des micro-agressions. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, tu as des femmes dans les entreprises qui ne vont pas plus haut. C'est pas parce qu'on dit oui, non, parce qu'elles n'ont pas envie. Non, c'est parce qu'en fait, elles subissent continuellement, depuis toujours, depuis qu'elles sont rentrées dans l'entreprise, des micro-agressions, qui est sur principalement le physique, des choses qui, tu parles trop fort, tu parles pas assez fort, t'es trop agressif, t'es pas assez forte. Enfin, c'est ces micro-agressions et c'est ça qu'il faut, voilà. Et donc, majorité, et beaucoup, ces micro-agressions sont faites par des femmes face à d'autres femmes. Ah, ça, c'est une nouvelle, ce que tu viens de me dire. Ah oui, souvent il y a ça. Et je dis, non, il faut arrêter. Parce que on a aussi été éduqués où on entendait, ah ben non, les femmes, non. Donc, je dis, il faut, le premier succès d'avoir plus de diversité de genre, c'est que les femmes supportent, mais dans le mot vraiment support, donc soit les vrais supporters des autres femmes. Et tolérance zéro quand on entend une femme qui critique une autre. Ah, mais moi, j'ai une tolérance zéro par rapport à ça. Je le mentionne directement. Et ces mentalités-là... c'est de chez nous, hein. Tu sais ça. Je te parle. Et je vais encore fusiller mes amis français. Critiquer, ils l'ont facile. Hein. Ah ouais. Ils l'ont très facile. Ouais. Les gens qui voudraient te suivre, dis-moi un peu, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te voir, où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce que tout le bazar. Pour les Français qui ont été offensés de ce que je viens de dire, ma femme est française. Oui, c'est vrai. Donc, je sais de quoi je parle. Et voilà. Toute ta belle famille est française. Est française. Oui. Mes enfants sont moitié français. Oui. Donc, je sais ce que je dis. Donc, voilà, ne vous sentez pas offensés. Gaëlle, où est-ce qu'on peut te voir, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce que... Bah alors, sur Instagram. Donc, Gaëlle, Health Mortel ou Generative Booster. Donc, comment t'écris Health Mortel? HELSM2ORTEL. Ok, Gaëlle Health Mortel sur Instagram. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Aussi, Gaëlle Health Mortel. Et t'as une page AI sur Instagram aussi, non? Oui, sur Instagram. Ça s'appelle comment? C'est Gaëlle, c'est Generative Booster by Gaëlle. Generative Booster by Gaëlle. J'ai 2 comptes, mais bon, les 2 sont bons. Il faut un peu que je rationalise mes 2 comptes, mais les 2 sont liés en fait. Et voilà. Et sinon, j'ai un generativebooster.com. Ça, c'est le site internet. Et mon adresse mail, c'est hello@generativebooster.com. Magnifique, Gaëlle. Pour terminer, tu dois nous donner 2 ou 3 personnes que tu voudrais mettre à ta place la prochaine fois. Eh bien, écoute, je te l'ai dit là, Brigitte Chanoine. C'est la rectrice de l'ICHEC. C'est vraiment une femme très intéressante, très visionnaire. Maintenant, attends, parce qu'il y a plein de gens très intéressants. Oui, parce que si tu en oublies, ils seront fâchés contre toi. Voilà. Donc maintenant, tu as la pression, ma grande. Pendant que tu réfléchis, on va te dire, ouais, donne-nous un livre à conseiller aux gens, comme ça, tu te fais pas. Ah, les livres, ça j'en ai. Ah, voilà. Ça j'en ai. Un livre, on en parlait là avant, qui est super si tu t'intéresses un peu à la tech, mais il faut même pas connaître la tech. Ça s'appelle Burn Book. BURN Book, donc c'est le livre qui flambe. Et en fait, la personne qui a écrit ça, c'est une femme qui depuis 30 ans suit toutes les grosses startups technologiques qui à l'époque étaient encore petites. Et donc elle connaît très bien les Mark Zuckerberg. Et c'est très intéressant. Elle montre un petit peu comment est-ce que ils sont devenus de jeunes idéalistes qui voulaient sauver le monde à des capitalistes qui veulent juste gagner de l'argent. Mais de façon très... des jeunes idéalistes qui voulaient sauver le monde et puis gros capitalistes. Qui veulent et elle dit comment ils sont devenus comme ça. Ça m'intéresse. Oui, mais c'est un super livre. Tu sais pourquoi ça m'intéresse? Un jour, j'ai vu un podcast où
c'est Patrick Bet-David, je crois. Il a demandé à une dame qui travaillait à la CIA quels étaient les attributs pour un bon agent de la CIA. Alors, il lui disait, est-ce qu'il doit être intelligent? Est-ce qu'il doit être caméléon? Est-ce qu'il doit être… Alors, il lui disait, il doit être tout ça. Tout ce que vous avez dit, il doit être. Mais surtout, il doit pas avoir envie de reconnaissance. Le gars peut sauver le monde Oui. et il s'en fout que tu dises qu'il a sauvé le monde. Ouais. Ça, c'est un agent de la CIA. Ouais. Donc, quand tu Ça, dis… c'est vrai. Ils sont cachés. Enfin, ils sont pas connus. Incroyable. Désolé, mais on veut tous de la reconnaissance. Oui, tout à fait. Ah oui, ça, je pense que c'est vraiment dans la psychologie humaine. Et là, elle te dit, le bon agent, Ouais. c'est celui, il sauve le monde et il en a rien à foutre que tu lui donnes une médaille. Oui. Donc, comment, tu m'as dit ton livre Burn Book, comment idéaliste je veux sauver le monde, brrr, je veux fame, argent, machin, ça serait pas un bon agent de la CIA. Ah, alors ça, tu vois, les Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, ah non, ça vraiment pas, non. Mais elle te parle aussi des autres patrons ou patronnes de la tech dont on entend moins parler. Donc il y a beaucoup. Elle parle aussi de ce gros problème de diversité. Elle a écrit ça, elle s'appelle enfin évidemment j'ai oublié son nom maintenant. Mais on trouvera un Burn Book. Et elle-même, elle est gay. Comme Tim Cook. Tout à fait. Elle a sorti son livre l'année passée, je pense. Mais Burn c'est vraiment Book. très, très, ouais, Burn Ok. Book. Ça, Super. je kiffe. Et ça, je te jure, tu le lis Ah oui? comme ça. Impeccable. Ben, merci Gaël. Si tu veux dire un dernier mot, tu le dis, ou sinon tu me fais la bise, hein, mec. Ben, je voudrais surtout te remercier. Ah bah. Et j'espère surtout, je voudrais te remercier. Et j'espère surtout que ça, voilà, si Of ça, course. si ça a intéressé Mais bien certaines personnes, sûr. eh bien alors c'est le principal. Mais c'est clair. J'irai demain. Allez, je te fais la bise, merci. Merci à toi. Allez, à plus.